En 1945, 5 avions TBF Avenger ont pris leur envol pour un exercice d'entraînement de routine autour du triangle des Bermudes. Au milieu de l'exercice, les avions ont été frappés par une pluie intense et des vents violents, malgré des prévisions météorologiques favorables. Les pilotes ont été fortement désorientés et ont contacté la base par radio pour signaler que leur équipement de navigation avait cessé de fonctionner. La dernière chose que la base a entendue était « Quand le premier avion descendra en dessous de 10 gallons, nous descendrons tous ensemble. » Et puis... silence. Les 5 avions et leurs 14 passagers n'ont jamais été revus ni entendus. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde, en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Il a rapporté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a vu apparaître au loin une lumière géante, comme il n'en avait jamais observé auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter, mais celle-ci montrait des indications illogiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone. En mars 1918, avec un équipage de 306 personnes, l'USS Cyclops a quitté la Barbade pour rentrer à Baltimore. Le navire a traversé le triangle des Bermudes pendant son trajet et n'a jamais réapparu. Le Cyclope n'a jamais émis de signal de détresse et a disparu sans aucune explication, ce qui en fait le plus grand navire à disparaître dans le triangle des Bermudes. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. Une estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et il ne reste jamais aucune épave. En 1800, un grand voilier appelé USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Indes occidentales. Le navire est entré dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le premier navire à disparaître dans le triangle des Bermudes. On pense que le navire a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, on ne pourra jamais en être sûr. La célèbre pièce de William Shakespeare, La Tempête, a été inspirée par le triangle des Bermudes. Les marins rentraient en Angleterre pour raconter des histoires sur les eaux dangereuses près des Bahamas, où des navires disparaissaient mystérieusement. Ces histoires sont parvenues à l'auteur lui-même et lui ont inspiré sa dernière pièce qui raconte l'histoire d'une tempête en pleine mer qui a transporté un navire vers une terre mystérieuse. Le naufrage de la pièce de Shakespeare est basé sur le Sea Venture, un navire du XVIIe siècle. Ce navire transportait des provisions d'Angleterre vers la Virginie lorsqu'il a été frappé par une énorme tempête dans le triangle des Bermudes. Le Sea Venture a été frappé par la tempête pendant 3 jours et a rejoint la côte de justesse. Les survivants de l'épave se sont échoués sur une partie désolée des Bermudes pendant 9 mois. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une énorme opération de recherche a été lancée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des avions de recherche était un hydravion PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de cet avion de sauvetage ou des 5 avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ces engins, mais rien n'a jamais été découvert. Comme le triangle des Bermudes n'est pas un lieu reconnu, personne ne connaît son emplacement exact, ni sa taille. Certains pensent qu'il couvre environ 1,3 million de kilomètres carrés autour des Bermudes. D'autres pensent que le triangle est aussi grand que 3,9 millions de kilomètres carrés. Le triangle des Bermudes est pourtant l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est justement là que réside le mystère du triangle des Bermudes. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est responsable du mystère du triangle des Bermudes, mais bien l'absence d'explication ou d'épaves retrouvées. Le triangle des Bermudes abrite le point le plus profond de l'océan Atlantique, la fosse de Milwaukee. La zone a une profondeur maximale de plus de 8200 mètres. Il s'agit de l'un des points les plus profonds du fond de l'océan, mais il est encore loin des 10 700 mètres de la fosse des Mariannes. Mais cette énorme profondeur pourrait expliquer pourquoi si peu d'épaves ont été retrouvées.
Le triangle des Bermudes est le théâtre de phénomènes météorologiques intenses et imprévus. Les tempêtes se forment rapidement et de manière surprenante, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir le mauvais climat. De nouveau en l'an 1800, le navire USS Insurgent était en patrouille lorsqu'il s'est brièvement arrêté dans une base côtière avant de reprendre la mer. C'est la dernière fois que le navire a été vu. Une violente tempête aurait frappé les Indes occidentales à cette époque. On pense que cette tempête était tellement puissante qu'elle aurait pu causer le naufrage de l'USS Insurgent et l'USS Pickering, qui ont disparu à peu près au même moment. Comme pour le Pickering, aucune épave de l'Insurgent n'a jamais été découverte. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrêmes par les scientifiques. Elles apparaissent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Elles pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Joshua Socklom était un marin extrêmement talentueux. C'est la première personne à avoir fait le tour du monde en solitaire. Mais malheureusement, il n'était pas de taille à affronter le triangle des Bermudes. En novembre 1909, Slocum a dit au revoir à sa femme et est parti pour l'un de ses habituels voyages d'hiver vers les Indes occidentales. La femme de Slocum a signalé sa disparition après plusieurs mois sans contact. On dit qu'il a fait escale à Miami pour se réapprovisionner avant de disparaître dans le triangle des Bermudes. Près des côtes du Japon se trouve le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiomaru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées, mais il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins sont depuis encouragés à l'éviter. Au fond de l'océan, les organismes de décomposition libèrent de grandes concentrations de méthane qui restent piégées sous l'eau. Ce gaz peut s'accumuler jusqu'à ce que, boum, il explose. Le gaz remonte à la surface et fait irruption. Si un navire se trouve dans la zone d'une de ces zones de fracture, l'eau devient beaucoup moins dense et le navire coule rapidement et sans avertissement. Les scientifiques pensent que cela pourrait aussi être la cause des nombreuses disparitions dans le triangle des Bermudes. Bien que cette théorie soit tout à fait logique, elle ne semble pas très probable. Le United States Geological Survey a déclaré qu'aucune émission importante de gaz ne se serait produite dans le triangle des Bermudes au cours des 15 000 dernières années. En juillet 2015, 2 adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les 2 adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils allaient faire une traversée jusqu'aux Bahamas. Peu après leur départ, une série d'orages s'est déplacée vers la région et on n'a plus jamais entendu parler des garçons. Une vaste opération de recherche de 24 000 km a été menée, mais malheureusement rien n'a été trouvé. 1 an plus tard, le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges qui tentent d'élucider le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus, ainsi que les équipements défectueux, ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz était suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes achètent son livre dans le monde entier. Oh salut! Aujourd'hui, tu vas faire un tour du monde. Et même si Phileas Fogg a pu faire ce voyage en 80 jours, tu sais, comme dans le livre de Jules Verne, je ne peux pas te promettre que toi, tu en reviendras sain et sauf. En réalité, le monde est aujourd'hui rempli d'anomalies inconnues. Autrefois, on ne les observait que dans le triangle des Bermudes, mais aujourd'hui, on les trouve partout. Nous entamons donc le voyage à partir de New York et notre première destination est Los Angeles.
Le meilleur moyen de s'y rendre est l'avion. Mais même si un avion ordinaire est conçu pour résister à de violentes tempêtes, le tien est spécial. Ton propre aigle de fer a une coque renforcée, un réservoir de carburant agrandi et une capsule de sauvetage qui assurera ta survie en cas d'urgence. Parfait, tu décolles dans le ciel clair. Les nuages sont blancs, le soleil brille, il n'y a absolument aucune turbulence. Mais soudain, cette paix est rompue par des vents violents, des nuages noirs et des éclairs. Un de ces nuages a un aspect particulièrement sinistre. Il semble être vivant et grandir en taille. Tu n'as pas d'autre choix que de passer au travers. Tu prends une profonde respiration. Dès que tu voles là-dedans, tu plonges dans l'obscurité absolue. On ne voit que des flashs blancs. Ils illuminent les nuages noirs pendant quelques instants, mais ne ressemblent en rien aux éclairs. Les turbulences augmentent et tu peux à peine rester en contrôle des commandes. Soudain, le nuage commence à changer de configuration. Il prend graduellement la forme d'une sorte de tunnel et tu voles au centre de cet anneau. Mais maintenant, les parois du tunnel commencent à se refermer sur toi. La seule façon pour que tu puisses t'en sortir est de t'envoler vers la lumière au bout du tunnel. Ainsi, tu augmentes ta poussée et ta concentration. Tout le système électronique de l'avion grince et avertit du danger. Le moteur est à sa limite. Tu transpires à cause de la tension. Les parois du tunnel touchent presque les ailes de l'avion et tu as réussi. Tu as quitté ce nuage sombre au tout dernier moment. Pouah, tu peux souffler avec soulagement. Maintenant, tu te retrouves dans un brouillard gris et dense. Tu n'y vois aucune ouverture à des kilomètres à la ronde. Ton radar fonctionne mal et ne peut pas te montrer où tu es. Il est temps de contacter le contrôle au sol et de déterminer ta position. Dès que le centre de contrôle répond, la surprise se lit dans tes yeux qui deviennent comme des boules de bowling. Il s'avère que tu es déjà dans l'espace aérien de Los Angeles. Quoi ? Mais c'est tout simplement impossible. D'habitude, ce voyage dure environ 5 heures. Mais maintenant, tu as parcouru environ 4000 km 2 fois plus vite. Pour comprendre ce phénomène, nous devons ouvrir une encyclopédie des anomalies des Bermudes. Elle est assez populaire auprès des voyageurs d'aujourd'hui. Tu feuillettes le chapitre sur le voyage dans le temps et le voici. En décembre 1970, le pilote Bruce Gernon est tombé dans une anomalie similaire dans le triangle des Bermudes. Il a réussi à survivre et à partager son expérience. Les scientifiques ont pu expliquer la plupart des événements étranges qu'il a vus, mais le voyage à travers le temps reste un mystère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces tunnels aériens dans le monde entier. Eh bien, cette anomalie semble tout de même utile. Elle t'a permis d'économiser du temps et du carburant. Il est maintenant possible de faire atterrir l'avion, de changer de moyen de transport et de rejoindre ta prochaine destination, le Japon. Cette fois, tu voyageras par bateau. Une traversée de l'océan Pacifique devrait être calme et paisible, et tu pourras te reposer après un vol difficile. Mais quelques semaines plus tard, le capitaine du navire descend du pont et t'informe d'un fait terrible. Vous êtes perdu en mer. Les passagers sont catastrophés. Certaines personnes se mettent à invectiver le capitaine, l'accusant d'incompétence. En réponse, il montre une boussole qui était censée l'aider dans la navigation. Le dispositif est devenu fou. Son aiguille tourne comme la trotteuse d'une montre. Soudain, une pensée te vient à l'esprit. Vous êtes sûrement entré dans une autre zone anormale, la mer du diable. C'est un endroit aussi mystique que le triangle des Bermudes, et il est marqué d'un point rouge dans ton encyclopédie des anomalies. Entre 1950 et 1954, de nombreux navires et des centaines de membres d'équipage y ont disparu sans laisser de traces. En 1955, le Japon y a envoyé son navire de recherche Kaiyo Maru numéro 5 pour déterminer la cause des disparitions. Malheureusement, ce navire a également été porté disparu sans laisser de traces. Mais maintenant, il est clair qu'il y a une anomalie géomagnétique à cet endroit, qui rend tous les compas fous. Cela est dû à la forte teneur en métaux dans le sol sous-marin. La flèche de la boussole magnétique est très sensible à ce genre de choses. Tu prends donc la situation en main et tu suggères d'utiliser d'autres méthodes de navigation. La navigation par radio ou par satellite ne fonctionne pas non plus. Alors tu lèves les yeux vers le ciel et tu remarques simplement le soleil. Le coucher de soleil est à l'ouest et c'est exactement la direction dont tu as besoin. Très vite, vous vous retrouvez enfin sur une terre ferme. Bienvenue au Japon. Quelques souvenirs et en route vers l'aéroport. Cette fois, tu te diriges vers la côte est de l'Inde. Le vol se passe bien. Il n'y a ni turbulence, ni dysfonctionnement des outils de l'avion. Tu observes le ciel nocturne à travers la fenêtre
et tu vois soudain une lumière étrange. Elle est petite et se déplace de haut en bas. Les autres passagers n'y prêtent même pas attention. Pour eux, c'est une chose courante. Lorsque tu ouvres ton encyclopédie, tu apprends rapidement que la première personne qui a décrit cette anomalie est Christophe Colomb. Il a dit que c'était comme une bougie qui se déplaçait vers le haut. Il a également écrit qu'une flamme avait soudainement surgi dans la mer. Tout cela s'est passé alors qu'il naviguait dans la région du Triangle des Bermudes pour son premier voyage vers le Nouveau Monde. Mais aujourd'hui, ces lumières sont courantes sur toute la planète. En Inde, tu achètes un billet pour un bateau de croisière qui va en Floride. Cet itinéraire est très populaire auprès des touristes, car il présente de nombreuses anomalies intéressantes. Il s'agit plutôt d'une attraction touristique maintenant. La première d'entre elles est un vaisseau fantôme. La chasse à ce navire a duré des semaines. Chaque fois que le bateau de croisière s'approchait du fantôme, un épais brouillard se déposait sur l'eau. Les touristes se tenaient sur des plateformes d'observation et cherchaient le mât du navire au loin. Mais il apparaissait et disparaissait comme un aileron de requin. Enfin, vous parvenez à vous rapprocher du navire. Mais tout le monde est prié de rester à bord du paquebot et de ne pas tenter de monter à bord du vaisseau fantôme. Tous les touristes connaissent la triste histoire du moment où ce fantôme a été trouvé pour la première fois. En 1880, l'Helen Austin a trouvé une goélette en dérive dans un épais brouillard. Le capitaine a envoyé quelques personnes en exploration. Ils ont trouvé beaucoup de cargaisons et d'objets personnels de valeur de l'équipage, mais il n'y avait aucune trace d'autres personnes. On aurait dit que tout l'équipage du vaisseau fantôme avait tout simplement disparu. Le capitaine de l'Helen Austin a décidé de remorquer le fantôme jusqu'au port pour vendre sa cargaison. Mais dès leur départ, une forte tempête a séparé les navires et le fantôme a disparu. L'équipage a passé plusieurs jours à le chercher. Ils ont réussi à retrouver la goélette, mais le précieux trésor à bord avait disparu, tout comme l'équipage du vaisseau fantôme. Ainsi, tu continues ton voyage et après un certain temps, tu entres dans l'endroit le plus mystérieux de la planète, le Triangle des Bermudes lui-même. Cette zone est considérée comme le lieu de naissance de toutes les anomalies. Tous les touristes se rassemblent sur un côté du bateau. L'endroit qu'ils regardent est comme un bain de bulles géant. Le capitaine fait une annonce, tout type de feu ouvert est strictement interdit ici. Cette anomalie est en fait une source de gaz naturel. Des bulles de méthane jaillissent de la croûte terrestre et s'élèvent jusqu'au ciel. Ces dépôts sont responsables de la perte de nombreux navires. Bien sûr, si tu allumes une allumette à côté de ces bulles, eh bien, boum! La dernière partie du voyage de la Floride à New York sera très intense. Il y a des changements climatiques extrêmes dans cette région. Pour l'instant, le soleil brille et il n'y a pas de vent du tout. Mais dans une seconde, il va y avoir une forte tempête soudaine. La foudre frappe littéralement à chaque seconde et le ciel est entièrement recouvert de nuages noirs. Et en l'espace d'une minute, les rayons du soleil dispersent les nuages et l'orage prend fin. C'est une autre anomalie causée par le courant du Gulf Stream. D'énormes masses d'air chaud viennent à la rencontre des masses d'air froid. Cela provoque des changements de temps instantanés et de violents orages. De nombreux marins et pilotes ne sont pas prêts à affronter de telles conditions, ce qui entraîne la disparition de navires et d'équipages entiers sans laisser de traces. Mais aujourd'hui, comme ces anomalies sont partout, elles sont bien étudiées et ne doivent plus être craintes. Tu rentres chez toi sain et sauf et tu peux te vanter d'avoir connu les anomalies les plus brutales du Triangle des Bermudes. Mais s'il te plaît, peux-tu renoncer aux Bermudas? Cela me rappelle trop de souvenirs. Le célèbre Triangle des Bermudes dans l'Atlantique Nord semble depuis longtemps faire disparaître les voyageurs, les navires et les avions. Certains experts mettent cela sur le compte des mauvaises conditions météo. D'autres sont convaincus que la raison en est le trafic intense dans la région et l'erreur humaine. Beaucoup de gens croient aussi à des théories plus ou moins alambiquées. Les extraterrestres, la cité perdue de l'Atlantide ou même une météorite massive gisant au fond de l'océan. Il y a aussi ceux qui nient qu'il y ait quelque chose d'inhabituel dans cette région. Quoi qu'il en soit, le mystère perdure. Mais peu de gens savent que l'océan Atlantique Sud recèle lui aussi son propre mystère. Enfin, pas l'océan lui-même, mais un morceau d'espace au-dessus de cette zone. Il est surnommé le Triangle des Bermudes de l'espace ou l'anomalie de l'Atlantique Sud. Là, la protection de la Terre contre les radiations solaires est beaucoup plus faible que partout ailleurs. Lorsque des vaisseaux spatiaux pénètrent dans cette zone, toutes sortes de problèmes surviennent. Par exemple, leur équipement peut défaillir ou tomber en panne sans prévenir.
lorsque la NASA a lancé son rover Perseverance, d'une valeur de 2,5 milliards de dollars en juillet 2020, les planificateurs de l'agence spatiale ont dû faire de leur mieux pour éviter le triangle des Bermudes de l'espace. Sinon, il aurait facilement pu faire des ravages sur le vaisseau spatial lancé en direction de Mars. Cette région étrange s'étend du Zimbabwe au Chili. L'anomalie elle-même semble être liée à l'une des 2 ceintures de radiation de Van Allen. Ces ceintures sont des zones de rayonnement intense qui proviennent du vent solaire. Les particules chargées sont capturées par le champ magnétique de notre planète. Elles forment 2 anneaux qui entourent la Terre, s'étendant de 650 à 58 000 km au-dessus de la surface. La ceinture intérieure de Van Allen est composée principalement de protons, tandis que la ceinture extérieure est principalement composée d'électrons. En piégeant les particules, les 2 ceintures nous protègent, ainsi que notre planète, des effets néfastes du rayonnement solaire. L'anomalie de l'Atlantique Sud se trouve dans la région où la ceinture intérieure de Van Allen est très proche de la surface de la planète. À cet endroit, le champ magnétique terrestre est particulièrement faible. Rien n'empêche les rayons cosmiques d'atteindre une limite d'à peine 193 km au-dessus de la surface. Plus le rayonnement solaire est important, plus les particules à haute énergie se rassemblent au-dessus de l'océan Atlantique Sud. Le problème est que ce point de rayonnement est si bas que de nombreux satellites doivent le traverser en poursuivant leur orbite. Là, ils sont bombardés par des protons à une vitesse de 3000 impacts par centimètre carré par seconde. Pas étonnant que cela affecte tous les systèmes électroniques à bord d'un vaisseau spatial. Par exemple, le télescope Hubble traverse le triangle des Bermudes de l'espace plus de 10 fois par jour. Et il ne peut pas collecter d'informations lorsqu'il se trouve dans cette région. Si l'équipement n'est pas mis en mode sécurité, tous les systèmes du vaisseau spatial peuvent tomber en panne. De plus, plus l'électronique devient complexe, plus les problèmes se multiplient dans cette région de l'anomalie de l'Atlantique Sud et plus les dégâts s'avèrent coûteux. Le vaisseau spatial SpaceX CRS-1 Dragon a failli devenir incontrôlable en octobre 2012. Attaché à la Station spatiale internationale, il a connu de graves avaries lors de son passage dans l'anomalie magnétique. Heureusement, ces problèmes ont été de courte durée. En mars 2016, l'agence japonaise d'exploration aérospatiale a perdu le contact avec son satellite Hitomi. Celui-ci avait été lancé environ 1 mois auparavant pour étudier les processus qui se produisent dans l'univers. Plus tard, on a découvert que le vaisseau spatial s'était brisé en morceaux et s'était écrasé sur Terre. L'un des capteurs de mouvement a signalé que le satellite était en rotation, mais en réalité il était stable. Lorsque le système de contrôle a essayé d'empêcher la rotation non désirée et inexistante, le vaisseau spatial est tombé en morceaux. Cet accident a coûté près de 280 millions de dollars et 3 ans de préparation partis en fumée. Mais revenons au champ magnétique terrestre. Pourquoi est-il plus faible au-dessus de l'océan Atlantique Sud ? Plutôt que d'être une sphère parfaite, notre planète est bombée en son milieu. Si l'on mesurait le diamètre de la Terre à l'équateur, il serait 43 km plus large que celui de pôle à pôle. Dans les zones où il y a un creux, les particules chargées provenant de l'espace peuvent se rapprocher de la surface de notre planète. Le champ magnétique est créé lorsque des métaux liquides circulent dans le noyau externe de notre planète. Cela génère des courants électriques et donne également à la Terre ses pôles sud et nord. Mais ces pôles ne sont pas constants, car le champ magnétique de notre planète est en constante évolution. Parfois il s'affaiblit, parfois il se renforce. En ce moment, le champ magnétique de la Terre s'affaiblit. Ce processus a commencé il y a plus de 1000 ans. Les scientifiques ne nient pas qu'un jour les pôles magnétiques de la Terre pourraient basculer. Alors le pôle Nord deviendra le pôle Sud et vice-versa. De tels phénomènes se sont produits tout au long de l'histoire de notre planète. La dernière fois, c'est arrivé il y a environ 780 000 ans. Les experts ne savent toujours pas si un tel retournement va se produire cette fois-ci. Après tout, ce n'est pas un changement instantané. Ce long processus peut même tout à coup s'inverser. Cela s'est d'ailleurs produit il y a 40 000 ans. À cette époque, la Terre était sur le point d'inverser son pôle magnétique nord en pôle sud. Mais cet événement s'est avéré ne pas être un renversement complet. Alors que les scientifiques essayaient de déterminer depuis combien de temps l'anomalie de l'Atlantique Sud existait, ils ont fait une curieuse découverte géologique. Elle a montré à quoi ressemblait le champ magnétique de notre planète il y a plusieurs milliers d'années. Les Bantous étaient une tribu antique d'Africains qui vivaient il y a environ 1000 ans dans la région de la vallée du Limpopo. Aujourd'hui, cette région se trouve à l'intérieur de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Les Bantous avaient un étrange rituel.
Pendant les sécheresses, ils brûlaient leurs propres huttes d'argile, en espérant qu'un tel sacrifice ferait pleuvoir. Mais lorsque l'argile brûlait à haute température, les minéraux magnétiques qu'elle contenait s'alignaient sur le champ magnétique terrestre. C'est pourquoi lorsque la substance se refroidissait, les minéraux montraient la configuration du champ magnétique de la planète. Cela a permis aux scientifiques d'apprendre que le processus d'affaiblissement de la magnétosphère a commencé il y a longtemps. Les modèles d'argile ont même spécifié certaines périodes où le processus était particulièrement actif. En 400-450, 700-750 et 1225-1550. Mieux encore, les chercheurs ont probablement trouvé la réponse au mystère du triangle des Bermudes de l'espace. Ils ont remarqué que la frontière entre le manteau de silicate de notre planète et son noyau externe de fer-nickel liquide présentait quelque chose d'anodin. Cette région se trouve à près de 2900 km sous la surface de la Terre, et c'est là que se trouve un énorme réservoir de roches ultra denses. Certains experts affirment qu'il pourrait être vieux de plusieurs dizaines de millions d'années et large de plusieurs milliers de kilomètres. On ne sait pas exactement comment une roche, même si elle est aussi massive, peut interférer avec le champ magnétique de la planète entière. Cela pourrait être dû au fait qu'elle est située juste entre le noyau externe en ébullition de la Terre et le manteau, qui est beaucoup plus rigide et plus froid. L'énorme bloc rocheux pourrait perturber la couche de fer, et c'est précisément ce qui contribue à former le champ magnétique de notre planète. Quelle qu'en soit la raison, c'est exactement sous l'Afrique que le champ magnétique est inversé. Et c'est ce qui est susceptible de causer l'anomalie qui affecte les vaisseaux spatiaux. Au début, les scientifiques ont pensé que leur découverte signifiait que le champ magnétique allait de nouveau s'inverser. Si c'était vrai, notre planète connaîtrait plusieurs événements catastrophiques. Les continents pourraient commencer à s'incliner dans différentes directions. Cela déclencherait des tremblements de terre catastrophiques, entraînerait la disparition de nombreuses espèces et provoquerait des changements climatiques. Heureusement, rien ne prouve que les conséquences de l'inversion des pôles seraient aussi graves. Mieux encore, il se pourrait qu'elle n'ait pas lieu du tout. Après de plus amples recherches, il est apparu clairement que le triangle des Bermudes de l'espace n'est pas le témoin d'un renversement imminent des pôles. Les événements qui se déroulent sous le continent sont plus susceptibles de s'inscrire dans un schéma à plus grande échelle. Mais l'anomalie de l'Atlantique Sud est déjà assez effrayante en soi. Si cette zone continue à s'étendre, elle causera des problèmes non seulement dans l'espace, mais aussi sur Terre. Les ordinateurs et autres équipements électroniques tomberont en panne ou cesseront de fonctionner. Pour l'instant, le rayonnement est moins intense dans les couches inférieures de l'anomalie que dans sa partie supérieure. Mais au cours des 150 dernières années, le champ magnétique de la région a perdu plus de 15% de sa force. Cela ne signifie pas que la Terre sera laissée sans protection contre le rayonnement du Soleil dans un avenir proche. Les experts sont persuadés que cela n'arrivera pas avant au moins 1 milliard d'années. De plus, une sorte de champ magnétique a toujours existé à l'époque de l'inversion des pôles, même s'il était plus faible et plus complexe que notre champ magnétique moderne. Ah, le triangle des Bermudes, un si bel endroit. Non, on le connaît aussi sous le nom de triangle du diable. Les marins et les pilotes du monde entier ont longtemps eu peur de cet endroit. Les histoires de bateaux et d'avions disparus ont fait penser à beaucoup de gens que c'était une zone d'activité paranormale. Beaucoup de gens évitent d'y circuler. Et leurs craintes sont tout à fait justifiées, car beaucoup de choses qui s'y sont produites sont difficiles à expliquer. Mais regardons le radar de vol de cette zone. Le triangle des Bermudes est l'endroit où se trouvent les îles des Caraïbes, et ce sont des lieux très populaires pour les personnes qui partent en vacances. Des millions de touristes visitent ces endroits chaque année, et ils s'y rendent en bateau ou en avion. Beaucoup de petits avions et de bateaux se déplacent constamment entre les îles éloignées, et ils ne croisent pas de choses effrayantes. Tu peux donc être sûr que tous les avions de cette carte vont atteindre leur destination en un seul morceau. Mais les mythes sur le triangle des Bermudes doivent bien venir de quelque part. Jusqu'à présent, les scientifiques et les chercheurs n'ont pas réussi à expliquer certains des incidents qui s'y sont produits. Alors examinons toutes les rumeurs et enquêtons sur certaines des choses les plus étranges qui se soient produites dans le triangle des Bermudes. Des choses mystérieuses s'y sont passées avant même que nous n'ayons des systèmes modernes de navigation par satellite. Les pilotes et les capitaines de navires naviguaient avec des boussoles et des cartes. C'est là que les gens ont remarqué la première chose étrange dans le triangle des Bermudes. Beaucoup de vieux marins affirment que leur compas devenait fou dans cette région. Leur aiguille tournait et tournait, ou bien pointait dans la mauvaise direction. Mais en fait, il n'y a rien de flippant dans tout ça. Il y a une anomalie magnétique ici, qui est créée par le métal sous terre. Les boussoles réagissent aux anomalies magnétiques de façon étrange. On les trouve partout dans le monde et les scientifiques en savent beaucoup sur elles. De plus, comme les navires et les avions disposent maintenant d'une technologie moderne, elles ne représentent plus un danger pour la navigation. Le Gulf Stream traverse également le triangle des Bermudes.
Vois ça comme un fleuve qui coule dans l'océan. Son courant peut atteindre une vitesse de 1,8 mètres par seconde. Cela signifie qu'on peut probablement lui reprocher de pousser certains navires qui passent par là à dévier de leur route. Lorsqu'ils s'écartent de leur trajectoire, il est assez facile pour ces navires de se perdre. Mais ce qui est également important ici, c'est que l'air du Gulf Stream se mélange à l'air froid, et la différence de pression provoque de violentes tempêtes. Certaines personnes pensent que ces tempêtes peuvent devenir si puissantes qu'elles fracassent tout simplement les navires et les avions qui se trouvent à proximité. Beaucoup de marins et de pilotes débutants n'en tiennent pas compte lorsqu'ils voyagent dans le triangle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'appelle aussi Hurricane Alley, l'allée des ouragans. D'autres personnes ont toutefois des explications plus inhabituelles pour le triangle des Bermudes. Il y a une théorie selon laquelle c'est l'endroit préféré des extraterrestres en visite. Toutes les personnes qui y ont disparu ont en fait été emmenées par les extraterrestres pour leur expérience. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens aiment cet endroit pour les vacances. D'autres pensent que le triangle abritait l'ancienne civilisation de l'Atlantide, il y a quelques milliers d'années, à l'endroit où se trouvent aujourd'hui les Bahamas modernes. Ils affirment que cette civilisation a été mystérieusement absorbée par le triangle des Bermudes. La théorie est que le triangle est en fait une sorte de portail vers une autre dimension et que tous les navires et avions disparus ont été aspirés dans le triangle. Mais toutes ces idées ne sont probablement que des mythes. Il est plus probable que des conditions météorologiques difficiles soient ce qui se cache derrière le mystère du triangle des Bermudes, accompagné de simples erreurs humaines. Mais les experts ne peuvent toujours pas expliquer certains incidents qui s'y sont produits, dont un qui aurait impliqué un voyage dans le temps. Tout s'est passé en décembre 1970. Bruce Gernon pilotait un avion entre l'île d'Andros et la côte de Floride. Alors qu'il se trouvait à 3500 mètres d'altitude, un nuage gigantesque est apparu juste devant lui. Il devenait de plus en plus gros et il n'y avait aucun moyen de le contourner. Il fallait plutôt le traverser. Alors qu'il volait à l'intérieur, l'avion a été plongé dans l'obscurité. C'était comme si le jour s'était transformé en nuit en une fraction de seconde. Soudain, Bruce a commencé à avoir des éclairs de lumière blanche tout autour de lui. Ils étaient si brillants qu'ils illuminaient tout le ciel. Mais ce n'étaient pas des éclairs, même s'il ne pouvait pas vraiment expliquer ce que c'était. Son voyage à travers l'étrange nuage a duré près d'une demi-heure. Pendant ce temps, le nuage a changé de forme. L'espace autour de l'avion a formé un tunnel, et puis le tunnel a commencé à se rétrécir. Tous les instruments et l'équipement de navigation de l'avion ont commencé à devenir fous, et l'électronique a cessé de fonctionner. Bruce s'est efforcé de rester calme alors qu'il se débattait avec les commandes. Puis une lumière blanche est apparue au bout du tunnel. L'avion s'est échappé du tunnel de nuages juste avant qu'il ne se referme. Tout semblait aller bien, mais Bruce s'est alors retrouvé dans une sorte de brouillard blanc. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il a réussi à contacter le contrôle au sol et a été choqué quand on lui a annoncé que son avion se trouvait déjà dans l'espace aérien au-dessus de Miami. Quelque chose d'impossible s'était produit. L'avion de Bruce devait couvrir une distance d'environ 400 km pendant le vol. Cela prenait généralement environ 1h30. Mais il y était parvenu en seulement 47 minutes, presque 2 fois plus vite que la normale. Lorsqu'il s'est posé, le pilote est allé vérifier la quantité de carburant restant dans son réservoir. Il s'est avéré qu'il avait consommé beaucoup moins que la quantité habituelle de carburant. Comment cela a-t-il pu se produire ? Eh bien, les enregistrements montrent que beaucoup de taches solaires ont été détectées à la surface du Soleil ce jour-là, et qu'il y avait un fort vent solaire. Cela aurait facilement pu rendre l'électronique et les appareils de l'avion fous. Mais qu'en est-il du mystérieux nuage ? Tout comme le reste du triangle des Bermudes, la côte de Floride est un endroit où 2 grands courants d'air se rencontrent. L'un a une pression haute et l'autre une basse. Cela provoque beaucoup de nuages orageux dans la région. Mais les gens essaient encore de comprendre comment Bruce a pu couvrir cette distance aussi rapidement. Certains disent qu'une sorte de mystérieuse énergie noire a été impliquée. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une anomalie gravitationnelle qui a courbé l'espace et le temps. D'autres encore pensent que Bruce n'est qu'un imposteur. Nous ne connaissons toujours pas la vérité. Une autre chose tout aussi étrange s'est produite en 1945. 5 avions ont disparu en même temps. Des pilotes stagiaires s'exerçaient à la navigation au-dessus de la mer. Mais quand ils ont fini, il semble qu'ils n'aient pas pu retrouver leur chemin, et ils ont disparu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont juste tombés en panne de carburant. Cela semble probable, mais les circonstances étaient quand même très étranges. Les stagiaires étaient supervisés par un pilote expérimenté qui avait 2500 heures de vol à son actif. Il n'aurait jamais laissé un groupe de pilotes débutants s'éloigner autant de leur base. Même aujourd'hui, les gens débattent encore de ce qui aurait pu se passer. Certains insistent sur le fait que les pilotes ont rencontré quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes, mais qui sait ? À peine 3 ans plus tard, un avion de passagers se dirigeait vers Miami depuis San Juan à Porto Rico. Les 32 personnes à bord ont disparu sans laisser de traces. Il n'y avait pas de nuages d'orage cette fois-ci, le ciel était dégagé pendant tout le vol.
Mais les experts pensent que lorsque l'avion se trouvait à environ 80 km de la côte, il a pu être frappé par un vent violent qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Des années plus tard, un avion similaire a été retrouvé dans cette zone du triangle des Bermudes. Mais comme personne n'a pu établir l'immatriculation, il était impossible de dire avec certitude qu'il s'agissait du même. Ces histoires sont certes étranges, mais il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Souviens-toi simplement de ceci. Il y a quelques années, le Fonds mondial pour la nature a fait des recherches et a établi une liste des mers les plus dangereuses du monde. Le triangle des Bermudes ne figure même pas sur cette liste. C'est probablement parce qu'il n'y a pas plus d'accidents qui s'y produisent que partout ailleurs dans le monde. Je me sens mieux. Pas toi ? Un éclair lumineux sur ta gauche. Boum ! D'où vient cet éclair ? Ton avion tremble, tes instruments s'arrêtent de fonctionner. Il y a 1 minute, le ciel était clair et bleu. Maintenant, il fait tout noir. Tes sens se détraquent. Tu ne sais plus où est le haut et où est le bas. C'est un sentiment étrange. Tu es en dehors du temps et de l'espace. Des éclairs jaillissent de toutes les directions. Les nuages enveloppent ton avion et le font tourbillonner. Tu prends les commandes et tu te répètes « Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir ». À travers les nuages sombres et épais, tu vois un rayon de lumière. C'est ta seule chance. Ton avion vole vers la lumière comme un papillon de nuit vers une source de lumière. Et vouf, tu sors du terrible tourbillon. Tes instruments sont revenus à la normale, l'avion ne tremble plus, tu es sauvé. C'est ainsi que les pilotes qui ont fait face à l'anomalie du triangle des Bermudes décrivent leur expérience. En tout cas dans les émissions de télévision. L'énorme bout d'océan entre Miami, les Bermudes et Porto Rico reste la zone la plus mystérieuse de la planète. Mais ce n'est pas la seule. L'Alaska a aussi son triangle. Depuis la fin des années 80, 16 000 personnes y ont disparu. Les témoins oculaires de l'anomalie du triangle des Bermudes parlent de brouillard épais, d'éclairs, de boules de lumière et d'hallucinations. En Alaska, les choses sont un peu plus compliquées. Les gens, les avions, les bateaux disparaissent sans laisser de traces. Il n'y a personne pour raconter ce qui s'est passé. En 1950, un avion a décollé d'Anchorage, en Alaska, en direction de Great Falls, dans le Montana. Il transportait 8 membres d'équipage et 36 passagers. 2 heures après le début du vol, le commandant de bord a annoncé par radio que tout allait bien. Puis, silence. L'avion de 30 mètres de long semblait s'être évaporé dans l'air. 85 avions et environ 7000 personnes ont cherché l'avion. Aucune trace. Pas même une vis, un boulon, rien. Ce mystère a rendu le triangle de l'Alaska célèbre. Si tu regardes sur une carte, c'est une zone sauvage et peu peuplée située entre Anchorage, Barrow et Juneau. Si tu connectes les points sur une carte, tu obtiens un joli triangle. On pourrait y faire tenir tout l'État de l'Oregon 2 fois. Si tu te documentes, tu trouveras d'autres zones sur la planète où des choses bizarres continuent de se produire. Sur Terre, en mer, dans le désert, dans la jungle. Les scientifiques ont encore de nombreuses questions sur ces lieux. Ils présentent tous des anomalies électriques et magnétiques extrêmes. Des avions et des bateaux y disparaissent, les gens entendent des choses, voient des choses, et en voici quelques-unes. La vallée du bambou noir en Chine ressemble à un décor de film d'horreur hollywoodien. Là-bas, tout est flippant et mystérieux. Imagine une forêt de bambous qui atteigne près de 40 mètres de hauteur. Les plantes vivent très près les unes des autres et laissent à peine entrer la lumière du soleil. Un étrange brouillard plane dans l'air. D'où vient-il et pourquoi est-il là ? Personne ne le sait. Et les mystères ne s'arrêtent pas là. Depuis des siècles, des gens ont disparu dans cette vaste forêt. Les scientifiques pensent que la géologie déréglée du site est en partie responsable. Des fissures peuvent soudainement apparaître dans le sol, assez grandes pour y tomber. Il y a de brusques changements de temps et peut-être même des vapeurs toxiques. Certains arbres en dégagent lorsqu'ils tombent au sol. Il existe une longue route qui traverse le Ladakh en Inde. On l'appelle la route magnétique. Elle est en pente et semble défier les lois de la gravité. Voici ce qui se passe. Tu roules au pied de la colline, tu coupes le moteur sans serrer le frein à main et tu sors de la voiture. La voiture se met alors à monter toute seule à une vitesse de 20 km/h. Comment est-ce possible ? Théorie numéro 1, la colline a une attraction magnétique incroyablement forte et elle attire les véhicules une fois qu'ils sont trop proches. L'armée de l'air indienne évite soi-disant de la survoler pour éviter toute interférence avec ses équipements. Version numéro 2, tout cela n'est qu'une illusion d'optique. Les collines environnantes semblent s'estomper à l'horizon, on dirait que la route monte, mais ce n'est pas le cas.
L'immense lac Michigan ressemble davantage à une mer qu'à un lac, et au cours des 400 dernières années, 6000 bateaux y ont disparu. Pourquoi cela se produit-il ? Le lac a son propre triangle mystérieux, et on compte d'ailleurs plus de mystères non résolus ici que dans le célèbre triangle des Bermudes. En 1950, le vol 2501 de New York à Minneapolis a disparu au-dessus du lac. Le sort des 3 membres d'équipage et des 55 passagers reste inconnu. En 2007, un professeur d'archéologie subaquatique a cartographié le fond du lac Michigan. Il a trouvé des pierres disposées en cercle à 12 mètres sous la surface. Elles ressemblaient un peu au site de Stonehenge en Angleterre. Mais pourquoi se trouvaient-elles au fond d'un lac ? Et qui les avait mises là ? Mystère. Les archéologues ont trouvé un motif sculpté sur l'une des pierres. Son contour ressemble au dessin d'un animal. Ce n'est pas si inhabituel, sauf que cet animal particulier, qui ressemble à un mammouth, a probablement été sculpté il y a environ 10 000 ans. Le sommeil est très difficile à trouver pour les Vénézuéliens qui vivent près du lac Maracaibo. À l'endroit où le fleuve Catatumbo se jette dans le lac, il y a d'énormes orages électriques stationnaires qui peuvent durer jusqu'à 10 heures, et ce, 260 jours par an. Cela représente plus d'1 million d'éclairs au-dessus du lac chaque année. Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui provoque cette foudre quotidienne. Certains pensent qu'elle est due au gaz de méthane qui s'échappe de la surface. D'autres pointent du doigt les dépôts d'uranium dans le sol. Mais aujourd'hui, la plupart des chercheurs sont sûrs que la foudre est causée par la configuration climatique de la zone. L'air froid des montagnes se heurte à l'air chaud de la mer. Résultat, beaucoup de frottement et d'humidité, la combinaison parfaite pour un feu d'artifice naturel nocturne. C'est super bruyant et un peu ennuyeux si tu vis à proximité, mais la zone est vraiment importante pour la planète. Elle aide à régénérer l'ozone de l'atmosphère. Et maintenant, celui par lequel tout a commencé, le triangle des Bermudes. Des avions, des bateaux, tous disparus sans laisser de traces. Les théories sont sans fin. Les scientifiques pensent même qu'il pourrait y avoir un énorme météore au fond de la mer qui émet sa propre énergie magnétique. Il pourrait perturber les équipements de navigation de tous ces malheureux bateaux. Et ça dure depuis un moment. Les chercheurs pensent qu'il causait déjà des problèmes à l'époque de Christophe Colomb. En ce qui concerne l'Alaska, les anomalies magnétiques sont de l'ordre de 10 à 12. Là, l'aiguille de ta boussole peut se tromper de 5, 30 ou même 60 degrés. Mais le dysfonctionnement des équipements ne suffit pas à expliquer la disparition de tant d'avions et de personnes dans ce gigantesque État américain. L'Alaska est sauvage, de hautes montagnes, des forêts à perte de vue, de la neige en hiver et une chaleur intense en été. Il y a 3 millions de lacs, 12 000 rivières et environ 100 000 glaciers, et un seul habitant au kilomètre carré. À titre de comparaison, la Californie en compte plus de 250. Tu pourrais marcher pendant des jours, des semaines, voire des mois, sans voir personne. Sauf peut-être un ours ou deux. Et le cycle des jours et des nuits peut être vraiment déroutant si loin au nord. Les touristes du monde entier rêvent d'aller en Alaska pour voir la planète telle qu'elle était avant, sans jungle de béton, sans routes infinies, sans entrepôts et sans champs de maïs. Mais ce n'est pas seulement un endroit magnifique, c'est aussi un endroit incroyablement dangereux. Tu peux te perdre en forêt, mourir de faim, être trempé jusqu'aux os, perdre ta boussole ou ton GPS. Dans les dures conditions d'Alaska, le danger est toujours au coin de la rue ou des bois. Or, la plupart des touristes n'y sont pas préparés. 80% des communautés de l'État ne sont pas reliées au réseau routier. À l'époque du Far West, les chevaux transportaient les gens, les produits et les informations. Aujourd'hui, en Alaska, tout se fait par avion. On y dénombre 9000 avions et 8000 pilotes, soit plus d'1 habitant sur 100. Des changements de temps soudains, des pluies fréquentes et diluviennes, des tempêtes de neige et du brouillard. Pas vraiment les ingrédients d'un vol paisible. Les ailes des avions en Alaska peuvent se couvrir de glace. Le brouillard peut masquer les sommets enneigés des montagnes et de fortes rafales de vent peuvent faire dévier un petit avion de sa trajectoire. C'est ce à quoi les pilotes doivent faire face à chaque décollage. Et alors, cet avion qui a disparu ? Les enquêteurs pensent que le Douglas C-54 Skymaster a disparu à cause du mauvais temps et que les débris ont été recouverts de neige ou sont tombés dans un lac. 5% du territoire d'Alaska est couvert de glaciers et il y a beaucoup de crevasses dans ces glaciers. Certaines assez grandes pour contenir une personne, plusieurs personnes ou même un avion entier.
En 2017, plus de 25 millions de personnes sont montées à bord de bateaux de croisière dans le monde. Cela peut sembler peu, mais c'est plus que la population de la Belgique. Pour beaucoup, c'est l'assurance de passer des vacances réussies, avec un bonus supplémentaire, la possibilité de tester en un seul voyage plusieurs destinations différentes pour de futures vacances. Si tu as déjà réservé ton voyage sur un bateau de croisière mais que tu n'as toujours aucune idée de ce que tu dois emporter, commence par faire des recherches sur les arrêts spécifiques de ta croisière. Quoi qu'il en soit, assure-toi d'apporter des chaussures adaptées au pont et à talons bas. Ajoute également une paire confortable pour marcher sur de plus grandes distances, pour les jours passés à terre. Selon la saison, tu peux aussi ajouter quelques maillots de bain. Si tu dois emporter des médicaments, quels qu'ils soient, assure-toi de les laisser dans leur emballage d'origine. Si tu n'as pas beaucoup de vêtements de rechange, ne t'inquiète pas, la plupart des bateaux de croisière sont équipés de buanderie. Le service est un peu cher, surtout si tu veux que tes vêtements soient lavés, repassés et pliés. Mais cela t'évite de devoir emporter trop d'affaires ou de devoir les laver toi-même. Avant d'embarquer sur un navire, il est important de contacter ta banque. Encore plus si ton itinéraire comprend un ou plusieurs pays étrangers. Ta carte bancaire pourrait être bloquée s'il y a une activité inhabituelle sur ton compte. La plupart des banques ont des algorithmes qui se déclenchent dès que des frais provenant de différents pays se succèdent rapidement. Ce qui est exactement ce qui va se passer sur un bateau de croisière. Les prévenir à l'avance t'évite l'embarras de voir ta carte refusée dans un restaurant chic. Pour t'assurer d'obtenir la meilleure cabine, consulte le plan du navire avant de la réserver. Il devrait être disponible sur le site web de la compagnie. Si c'est la paix et la tranquillité que tu recherches, n'opte pas pour les cabines situées directement au-dessus ou en dessous de l'un des points de divertissement. De même, si tu as l'habitude d'avoir le mal de mer, essaye d'éviter les cabines à l'avant du navire. Choisis plutôt celles situées au milieu, sur un pont inférieur. Tu sentiras moins les mouvements. Si c'est la première fois que tu pars en croisière, tu seras peut-être surpris d'apprendre que certaines cabines n'ont pas de fenêtre. Avant de réserver, assure-toi de vérifier toutes les commodités de la cabine que tu vises. La plupart des paquebots de croisière ajoutent un tas de photos des pièces communes sur leur page de réservation. Et cela peut être un peu déroutant de savoir ce que tu obtiendras exactement pour un prix donné. De plus, certaines cabines sont assez petites. Si tu n'aimes pas dormir dans de petits espaces, tu devrais opter pour une cabine plus grande, même si elle est un peu plus chère. Tu peux toujours essayer de partager le prix avec un ami qui se joindrait à toi pour la croisière. Grâce à la technologie moderne, même si un endroit du bateau est dépourvu de fenêtres, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas profiter du paysage. Comment est-ce possible ? Parce que les paquebots de croisière les plus sophistiqués disposent d'un bonus secret. Dans les zones sans accès à la lumière du soleil, des balcons virtuels ont été installés. Ces écrans high-tech fonctionnent en te montrant ce qui se passe dehors en temps réel. Ils ont aussi un avantage supplémentaire. En cas de mauvais temps, les passagers peuvent quand même avoir une sensation d'extérieur, sans que le vent ou la pluie ne les décoiffe ou ne les mouille. Ce n'est peut-être pas aussi bien qu'une vraie fenêtre, mais c'est toujours mieux que de souffrir de claustrophobie. Tu prévois de faire une croisière à petit prix, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée, surtout si tu es à l'affût des promotions de dernière minute. Tu pourrais même finir par passer des vacances comme un millionnaire sans avoir à dépenser beaucoup. Les surclassements incluent parfois des options comme un balcon privé dans ta cabine, ou un accès spa, ou même de meilleurs prix pour des repas haut de gamme. S'ils ne sont pas tous réservés au moment où les gens embarquent sur le bateau, ils peuvent être ouverts pour le reste des passagers, à des prix bien plus avantageux que ceux indiqués initialement. Il y a aussi des choses gratuites cachées à bord si tu fais bien attention. Des choses comme des pâtisseries gratuites en fin de matinée, ou une tasse de thé offerte en fin d'après-midi. Il suffit parfois de demander. N'hésite pas à observer ce que font les autres passagers. Certaines personnes ayant plus d'expérience de la croisière peuvent t'offrir des conseils et des astuces très intéressants. N'aie pas peur d'engager la conversation si tu vois quelqu'un obtenir quelque chose gratuitement. Certains bateaux de croisière vont jusqu'au bout de la fantaisie. Ils ont des zones exclusives conçues pour les passagers séjournant dans les suites coûteuses. La plupart du temps, ces dernières sont situées au sommet du navire. Sur une compagnie de croisière en particulier, ces passagers ont des membres du personnel réservé appelés Royal Genies, qui sont similaires à des majordomes. Ils s'occupent de quelques cabines seulement. Comme la compagnie de croisière veut éviter que les autres passagers ne leur posent trop de questions qui leur feraient perdre du temps,
Ces génies ne portent pas de badge dans les zones publiques. La plupart des zones communes des navires de croisière exigent que les voyageurs respectent un code vestimentaire. Mais si tu fais tes recherches à l'avance, tu découvriras peut-être que certaines zones sont plus détendues en ce qui concerne ce que les gens doivent porter. La plupart des bateaux de croisière demandent aux gens de porter une tenue smart, ce qui signifie un pantalon avec une chemise à col pour les hommes et une jupe, une robe ou un pantalon élégant pour les femmes. En ce qui concerne les destinations de voyage, assure-toi de faire tes recherches à l'avance sur les ports que tu t'apprêtes à visiter. Tu sauras quoi porter, quel sera le climat et si tu dois emporter autre chose, comme un parapluie ou une serviette de plage. Les escales de croisière ne durent que quelques heures dans la plupart des cas. Alors, tu voudras en profiter au maximum. Si un endroit en particulier comprend des musées ou des galeries d'art que tu veux ajouter à ta liste, assure-toi de réserver à l'avance, pour ne pas perdre de temps à faire la queue. Certains bateaux de croisière proposent même à leurs passagers des visites privées des ports où ils vont s'arrêter. Assure-toi de les réserver à l'avance si cela t'intéresse, car la liste est vite remplie. Ces visites privées te permettent de passer plus de temps avec le guide et de lui poser plus de questions. N'oublie jamais de mettre ton téléphone en mode avion quand tu es à bord. La plupart des histoires malheureuses sur les bateaux de croisière impliquent des débutants en croisière qui ont fini par payer des milliers d'euros en frais de téléphone portable alors qu'ils étaient sur leur bateau, simplement parce qu'ils ont oublié de l'éteindre. Si tu es le genre de personne qui ne peut pas se passer de son téléphone, assure-toi de vérifier auprès de ton fournisseur de téléphonie avant de partir à l'étranger. Certains peuvent proposer des plans spéciaux pour des durées limitées, sans frais supplémentaires. Tu seras libre de chatter, d'appeler ou de regarder des vidéos YouTube sans craindre de finir par payer une fortune. La plupart des bateaux de croisière proposent également du Wi-Fi gratuit ou des forfaits Wi-Fi à acheter à l'avance, qui sont bien plus abordables. Tu pourras alors au moins communiquer avec tes amis et ta famille. Les personnes qui ont entendu parler de la catastrophe du Titanic se demandent toujours ce qui pourrait arriver si quelque chose se passait mal à bord. Prenons les canaux de sauvetage par exemple. Le Titanic n'avait que 20 canaux de sauvetage à bord, qui n'ont tragiquement pas suffi à accueillir tous les passagers après que le navire a heurté l'iceberg. De nos jours, certains bateaux de croisière de luxe ont un nombre encore plus limité de canaux de sauvetage, entre 15 et 18. Cela te paraît étrange? Eh bien, pas vraiment, étant donné que chaque canot peut en fait accueillir jusqu'à 370 personnes. Même les plus grands navires, qui ont une capacité estimée à 8000 personnes, s'ils sont complets, passagers et personnel compris, ont une capacité suffisante en cas d'urgence. Si tu dessines une carte et que tu traces une ligne qui va de l'île des Bermudes à Porto Rico, puis à Miami, et qui revient aux Bermudes, qu'est-ce que tu obtiens? Le tristement célèbre triangle, connu pour avoir avalé des milliers de navires et d'avions au cours des siècles. Mais il y a un nouveau mystère dans cet endroit déjà énigmatique. Quelque chose se cache dans les eaux profondes et il laisse des indices bizarres de son existence. Splash! Ton sous-marin touche la surface de l'eau. Tu descends de 30, 300, 600, 900 mètres. Il fait de plus en plus sombre. Les parois du sous-marin craquent sous l'effet de la pression. Plus de 10 000 kPa, c'est un peu comme si le poids d'un piano à queue comprimait chaque centimètre carré de ton corps de tous les côtés. Tu es arrivé à destination. Il ne te reste plus qu'à repérer la bête. Juste à temps, dans le vide obscur, tu distingues une vive lueur verte au loin. Elle se rapproche. En s'approchant, elle grossit. C'est elle. Cette créature qui a laissé d'étranges marques circulaires sur les poissons, les dauphins, les baleines et même les autres requins. Le voici, le scalet féroce. Ne te laisse pas tromper par sa taille. Il n'est peut-être pas plus long qu'une quille de bowling, mais cette créature est un parasite. Il s'attache aux autres animaux marins avec ses dents de scie parfaitement alignées. En une seule bouchée, il se remplit le ventre, se détache et continue sa journée. Son casse-croûte ambulant s'en va, lui aussi à la nage, encore vivant. La seule preuve de ce rendez-vous, une marque en forme de cookie sur son corps. Ne pense pas être en sécurité dans ton sous-marin. Ces petits gars audacieux sont connus pour s'en prendre aussi aux sous-marins. Tu décides de ne pas prendre le risque que le requin fasse un trou dans la seule chose qui t'empêche d'être réduit en bouillie par l'eau environnante. Tu pars à la rencontre d'autres créatures étranges qui se cachent dans le triangle des Bermudes.
À une profondeur 2 fois plus grande, on trouvera le poisson-dragon. Contrairement aux autres habitants des eaux profondes, ces poissons produisent de la lumière dans la gamme infrarouge. Les autres poissons sont plutôt dans le bleu et le vert. Cela donne au poisson-dragon un énorme avantage. Il émet une lumière que les autres habitants marins ne peuvent pas percevoir. Les créatures qui veulent manger le poisson-dragon ne peuvent pas le détecter aussi bien que celles dont il se nourrit. Le vampire des abysses est un habitant des profondeurs vraiment unique. Ni vampire, ni calmar, ni pieuvre, cette chose est une espèce unique en son genre. Il a les plus grands yeux par rapport à la taille de son corps de tous les animaux de la planète. Lorsque le vampire des abysses se sent menacé, il enroule ses bras autour de son corps. En fait, c'est comme s'il se mettait à l'envers. Un autre animal à éviter ici est le terrifiant ver bobit. Il s'enfouit dans le plancher océanique, laissant une petite partie de son corps à l'air libre. Il se prépare pour l'heure du déjeuner avec ses pinces buccales bien écartées. Au menu, d'autres vers et poissons qui peuvent être 7 fois plus gros que le bobit. Il utilise ses 5 antennes pour détecter la proximité de son repas et... crac! En un instant, le ver s'élance vers l'avant et attrape sa proie avec ce qu'il lui sert de bouche. Ce n'est pas encore fini. Une fois que ses mâchoires sont verrouillées sur son repas, le ver y injecte son venin et le tire vers le bas, dans son terrier, pour se régaler. La langue de l'océan est l'une des tranchées les plus profondes du triangle des Bermudes. C'est aussi le lieu de reproduction secret des requins-tigres. Tu les reconnaîtras instantanément grâce à leurs rayures de tigre gris foncé sur les flancs. Il s'agit de la 2e plus grande espèce de requin prédateur après le grand requin blanc. Et avec une telle taille vient un prodigieux appétit. Les mammifères marins, les petits requins, les raies et les tortues vertes sont tous au menu. Si tu te retrouves un jour face à un requin-tigre, espérons que cela n'arrivera pas, rappelle-toi que tu peux déterminer l'âge du poisson en regardant ses rayures. Elles s'estompent avec le temps, donc plus le requin est jeune, plus ses rayures sont prononcées. Il y a beaucoup de zooplancton dans le triangle des Bermudes. Il s'agit généralement d'organismes de petite taille qui sont essentiels à la structure de la chaîne alimentaire de l'océan. Mais attention, si rien ne les mangeait et qu'on les laissait se développer de manière incontrôlée, le zooplancton recouvrirait le monde entier de multiples couches en seulement 4 mois. Oh, et le plus grand type de zooplancton est en fait la méduse. Les méduses existaient bien avant les dinosaures. Tu sais sans doute déjà que ton corps est composé de 60% d'eau. Eh bien, une méduse en est composée à 95%. Ainsi, si elle est rejetée sur le rivage, après quelques heures, la majeure partie de son corps va s'évaporer dans l'air. Il existe aussi une méduse qui vit éternellement. La méduse immortelle peut revenir à son stade de polype et se développer à nouveau. On dirait quelque chose qui vient d'une autre planète, mais ce n'est pas une méduse de l'espace. Celle-ci existe vraiment d'ailleurs. Dans les années 90, la NASA a élevé des méduses dans l'espace pour voir ce que l'apesanteur leur faisait. Elles ont très bien vécu là-haut dans le cosmos. Mais quand elles sont redescendues sur Terre, elles ont eu du mal à se réadapter. L'anguille européenne n'est pas allée dans l'espace, mais elle est une sacrée globe-trotteuse. Elle se déplace depuis l'Europe jusqu'à la mer des Sargasses, où se trouve le triangle des Bermudes. À l'état larvaire, elle ne fait que dériver dans l'océan pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. C'est aussi le caméléon des mers. Au fil des ans, l'anguille européenne change de couleur et passe du translucide au jaune, puis à l'argent métallique. Elle est nocturne et secrète. C'est le compagnon idéal pour dévaliser le réfrigérateur à minuit. Un calmar géant de plus de la moitié de la longueur d'un terrain de football américain s'est échoué sur une plage de Floride. Les chercheurs soupçonnent ce mastodonte de provenir de l'océan Atlantique, près du triangle des Bermudes. Les calmars géants sont les plus longs invertébrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils ont également les plus grands yeux jamais vus sur Terre. Ils sont aussi grands qu'un ballon de foot. Une autre créature que l'on trouve près du triangle des Bermudes est la crevette de Sterer. Elles étaient si habiles à rester discrètes que personne ne soupçonnait l'existence de ces créatures jusqu'en 2011. Certaines femelles de ces crevettes cavernicoles portent un nombre impressionnant d'œufs en elles. Les scientifiques ont découvert qu'une femelle avait environ 2000 œufs attachés à son corps. Le pétrel des Bermudes est l'oiseau national des... Oui, vous l'avez deviné, Bermudes. C'est le 2e oiseau de mer le plus rare de la planète. En fait, les gens pensaient que cette espèce avait disparu jusqu'en 1951, lorsqu'ils en ont repéré quelques-uns sur l'île. Il a un cri étrange qui te donnera des frissons dans le dos. Le mérou de Nassau ne se trouve que sur les côtes du sud de la Floride. Ce poisson est à l'affût et tend des embuscades à d'autres poissons, crabes et homards.
Il est en quelque sorte apparenté à un aspirateur car il aspire sa nourriture par son énorme bouche. Le poisson a aussi un mécanisme de défense plutôt cool. Comme le caméléon, il change de couleur lorsqu'il se sent en danger. Parfois, il prend une teinte plus claire ou plus foncée de sa couleur de base pour se fondre dans l'environnement. Ainsi, tu peux repérer un mérou de Nassau ou pas. Si par hasard tu te rends dans le triangle des Bermudes, tu verras probablement un requin-marteau. Ils utilisent cette tête emblématique en forme de marteau pour planter leur repas, des raies au fond de l'océan. La forme de leur tête leur permet également de mieux voir. Ils peuvent voir à presque 360 degrés tout autour, au-dessus et en dessous d'eux, à l'exception d'un angle mort situé juste devant leur nez. La tortue imbriquée n'a peut-être pas l'air intimidante, mais elle ingurgite tout ce qu'elle croise, avec son bec comparable à celui d'un oiseau. Des éponges de mer, des algues et même des méduses venimeuses. Beaucoup de choses présentes dans leur menu ne sont pas comestibles pour la plupart des autres espèces. Mais la graisse de leur corps peut absorber le venin et les toxines et elles s'en sortent indemnes. Le fameux triangle abrite également le ver de feu des Bermudes. Ce ne sont pas vraiment des vers, mais des larves. Ils produisent cette lumière vive à partir d'un organe situé près de leur queue. Cette lumière incite les petites créatures à venir vers eux, ce qui leur permet de capturer facilement leur repas. La plupart du temps, ils ont l'air plutôt ordinaires, mais ils ont un horaire étrangement fixe. Chaque troisième nuit après la pleine lune, en été, à une heure précise, le ver luisant s'illumine. Mais revenons à ces créatures plus cauchemardesques dans le triangle des Bermudes. Il y a le requin lutin. Il est considéré comme un fossile vivant car c'est la dernière espèce restante de sa famille animale. Il ne fait que la longueur de ton avant-bras et n'a l'air de rien. Mais si tu regardes bien, son repas s'approche trop près et boum! La mâchoire du requin sort de sa gueule et s'accroche à la créature malchanceuse. Une fois que les dents se sont refermées, la mâchoire retourne directement dans la bouche du requin. Et oui, tu partages la planète avec cette chose. 10 avril 1912. Tu te trouves sur la côte atlantique, dans une petite ville portuaire. Des centaines de personnes s'apprêtent à embarquer avec toi à bord de l'immense et majestueux Titanic. Il est 3 fois plus long que la Statue de la Liberté. Ce navire, réputé insubmersible, est considéré comme l'embarcation la plus avancée de son époque. Tu peux voir des centaines de hublots sur son pont et l'inscription « Titanic » brille sur son immense coque. Ce jour-là, le célèbre paquebot a entamé son premier et dernier voyage de Southampton à New York. Mais maintenant, tu vas voir une autre histoire. Tu entends un membre de l'équipage annoncer le début du voyage du Titanic. Il naviguera cette fois de l'Afrique aux Bermudes. Et la cause de son naufrage ne sera pas du tout un iceberg. Pendant 4 jours, le Titanic navigue dans les eaux de l'Atlantique Nord. Le soleil réchauffe tellement le navire que durant la journée, tous les passagers restent à l'intérieur. Ce n'est que le soir, quand la brise fraîche descend sur l'océan, que tous les gens sortent sur le pont pour regarder le magnifique coucher de soleil. 15 avril, minuit. Tu es assis dans ta cabine en train de lire. D'habitude, tu dors à cette heure-ci, mais là, tu ne fais que feuilleter les pages l'une après l'autre. Tu fermes ton livre et regardes autour de toi. Tu as l'impression que quelqu'un t'observe. Tu te lèves, tu as des sueurs froides. Un inexplicable sentiment d'anxiété imprègne ton corps et te fait frissonner. Tu regardes par le hublot de la cabine sur lequel les embruns de l'océan viennent se coller. Mais tu ne vois rien. Il y a juste un épais brouillard dehors. Tu sors de ta cabine. Plusieurs passagers ont également quitté leur lit en raison d'un étrange pressentiment de danger. Ils te saluent et te demandent ce qui ne va pas, mais personne ne le sait. Tu te diriges vers les escaliers pour sortir sur le pont. À ce moment-là, le sol se dérobe sous tes pieds. Une forte secousse te fait tomber. Un grondement résonne dans tout le bateau. Tu te relèves et tu vois tout le monde sortir de sa cabine. Tu cours dans les escaliers et croises un membre de l'équipage. Il ne dit rien, mais ses yeux sont emplis de peur. Tu montes sur le pont et ne peux presque rien voir. Un brouillard épais s'est installé sur le navire. Plusieurs passagers se tiennent la tête comme s'ils avaient la migraine. Tu vois le capitaine et tu lui demandes ce qui se passe. Il avoue qu'il n'a aucune idée de l'endroit où vous êtes. Il tient une boussole dans la main, la flèche tourne dans toutes les directions. Il est impossible de déterminer où se trouve exactement le navire. Il est intéressant de noter que le triangle des Bermudes n'existait pas avant 1964 et que les premiers rapports de disparition dans cette zone remontent au milieu du 19e siècle. Encore une secousse. Cette fois, tu es resté debout. C'est comme si quelque chose d'énorme avait frappé le bateau.
Tu cours vers la balustrade et regardes par-dessus bord. À travers le brouillard, tu vois un énorme aileron de requin. Tu ne le distingues pas entièrement, mais d'après ce que tu as vu, il a l'air d'être aussi long qu'un wagon de train. Le requin s'éloigne, mais après quelques secondes, on peut de nouveau voir son aileron. Il s'approche rapidement du bateau et saisit la coque en fer dans ses énormes mâchoires. Le pont tremble. On peut entendre le grincement du métal. On dirait que cet énorme prédateur vient de faire un trou dans la coque. Une seule créature sur la planète peut faire ça, le mégalodon. C'est un ancien prédateur marin qui mesurait près de 18 mètres de long. Le mégalodon n'avait aucun prédateur. Il était au sommet de la chaîne alimentaire. On pense qu'il a disparu il y a des millions d'années, mais l'océan n'a été exploré qu'à 5%. Et il est là, bien vivant, nageant dans les eaux mystérieuses du triangle des Bermudes. Tout le monde panique à bord. Les gens des ponts inférieurs montent à l'étage. Le Titanic coule lentement et se couche sur le côté. Tout le monde se dirige vers les canots de sauvetage, mais personne n'ose y monter tant que le monstre rôde. La proue du navire s'enfonce dans l'eau. Tu te trouves à bâbord et tu vois le mégalodon mordre de nouveau la coque en acier. Tu cries aux passagers qui se trouvent à l'arrière que le mégalodon est occupé et qu'elles ont le temps d'évacuer. Les premiers canots de sauvetage descendent à l'eau. Certains passagers sautent par-dessus bord. Heureusement, l'eau est beaucoup plus chaude que l'endroit où le Titanic a réellement coulé. Tu enfiles un gilet de sauvetage et tu sautes à l'eau. Le mégalodon attaque encore le navire et l'entraîne dans les profondeurs. L'odeur des cuisines du paquebot a dû l'attirer. Tu te retrouves au milieu des débris et des canots de sauvetage. Le brouillard se lève enfin. Le ciel étoilé illumine la surface de la mer. Des gens t'aident à monter sur un canot de sauvetage. Tout le monde veut s'éloigner le plus vite possible du bateau qui sombre. Tu vois l'énorme requin qui nage autour de l'épave. À ce moment, quelque chose distrait le prédateur qui s'éloigne. La moitié du navire a coulé et l'autre partie ressemble à une bougie qui flotte sur l'eau. L'océan est calme, le ciel est dégagé, il n'y a pas de vent. Sur le côté, tu vois une énorme vague grossir derrière le Titanic. Elle fait environ 15 mètres de haut, soit un immeuble de 5 étages. Elle renverse le navire comme si c'était un bateau de papier. La vague disparaît dans l'eau aussi rapidement qu'elle est apparue. Tu viens d'être témoin d'une vague scélérate. Ce phénomène se produit partout dans le monde. Des vagues gigantesques apparaissent soudainement, engloutissent des navires et disparaissent sans laisser de traces. Les scientifiques n'ont toujours pas déterminé leur nature exacte. Mais selon la théorie la plus populaire, ces vagues sont formées par vampirisme cinétique. Selon certaines conditions naturelles, des vagues s'accumulent et échangent de l'énergie cinétique. Parmi toutes ces vagues, il se forme une vague vampire qui absorbe l'énergie des autres. Lorsqu'une grande quantité d'énergie est accumulée, un mur d'eau se forme et décharge sa puissance. Certains pensent que de nombreuses disparitions de navires dans le triangle des Bermudes sont dues à des vagues scélérates. Les naufragés se calment, l'un d'eux envoie une fusée dans le ciel. Tu scrutes l'océan et tu vois l'aileron du mégalodon surgir de l'eau. Il fait la taille d'un voilier et il fonce sur toi. Tu rames aussi vite que possible, les gens appellent à l'aide, il n'y a aucune chance de s'échapper. Le monstre se rapproche de plus en plus. La tête du requin émerge de la surface de l'eau. Il ouvre une énorme gueule remplie de centaines de dents acérées. Chacune d'elles fait la taille de ta main. Le canot pourrait tenir entièrement dans la gueule du requin. Il pourrait avaler tout rond. Le requin s'arrête subitement et ferme sa gueule à moins d'1 mètre du canot. Tu vois l'eau bouillonner autour de toi. Plusieurs tentacules géants surgissent des profondeurs et s'enroulent autour du mégalodon. Il tire le requin vers le fond. Tu regardes par-dessus bord et vois une lueur violette apparaître avec un cercle noir en son centre. Les autres passagers la remarquent aussi. L'un d'eux se met à crier « Il nous regarde !» En moins d'1 seconde, un frisson parcourt tout ton corps. Cette lueur violette est un œil et le cercle noir est sa pupille. La créature qui te regarde en ce moment est si grande que le canot ne semble être qu'un grain de riz pour elle. C'est le Kraken. Ce calmar géant, un monstre mythologique qui a détruit des centaines de navires, mais dont l'existence n'a jamais été prouvée. Heureusement, le canot dans lequel tu te trouves est trop petit pour l'intéresser. Tu peux voir son œil s'éloigner
pendant que ses énormes tentacules tirent le mégalodon dans les profondeurs de l'océan. 1 heure passe et un autre paquebot arrive sur le site du naufrage. Tous les passagers sont secourus. Tu regardes la mer, calme, là où le Titanic vient de sombrer. Tu montes à bord du bateau de sauvetage en te promettant de ne plus jamais faire de croisière. 4 décembre 1970, le pilote Bruce Gernon avait 2 passagers à bord de son monomoteur Beechcraft Bonanza, son père et son associé. Ils ont décollé de l'île d'Andros, aux Bahamas, et se sont dirigés vers le nord-ouest, vers la côte de la Floride. Bien sûr, ils se trouvaient dans l'espace aérien du tristement célèbre Triangle des Bermudes. Mais c'était un vol classique que Bruce avait effectué des dizaines de fois auparavant. Le voyage durait généralement 1 heure et demie, sans le moindre accroc. Bruce a décollé et a commencé à prendre de l'altitude. Des choses étranges ont commencé à se produire dès le départ. Au début, il a remarqué un petit nuage devant lui. Mais celui-ci n'a cessé de grandir. Pas à cause de l'avion qui se rapprochait, le nuage grossissait à vue d'œil. Bruce a dû le traverser et il est sorti indemne de l'autre côté. Il a pris de l'altitude et un autre nuage mystérieux est apparu. Celui-ci était massif et Bruce n'avait pas d'autre choix que de voler à travers lui aussi. À ce moment-là, il a fait un noir d'encre tout autour de l'avion. Mais ce n'était pas un nuage d'orage et il ne pleuvait pas. Bruce commençait à s'inquiéter. Et puis, bam! Il a vu des éclairs de lumière blanche. Bruce a continué à voler pendant environ 30 minutes quand il a réalisé que c'était le même nuage qu'il avait traversé plus tôt quand il avait commencé à monter. Mais maintenant, le nuage était cylindrique et l'avion traversait son centre. Il était large et semblait sans fin. Bruce pensait qu'il ne pourrait jamais se sortir de ce piège. Mais 1 minute plus tard, il a vu de la lumière au bout du tunnel. Mais tout à coup, les parois du tunnel du nuage ont commencé à se rétrécir. Elles se rapprochaient de l'avion. Les instruments de navigation ont commencé à se dérégler. La boussole tournait toute seule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les parois continuaient à se rétrécir, de plus en plus serrées, s'enroulant comme dans un vortex. Les instruments électroniques se détraquaient encore. Le temps manquait à Bruce. Il devait sortir de cet endroit rapidement. Une vingtaine de secondes éreintantes plus tard, il s'est échappé de ce piège brumeux. Comme Bruce l'a décrit plus tard, il s'est senti en apesanteur pendant 5 secondes lorsque son avion a quitté le tunnel. Les nuages se sont dispersés et l'avion se trouvait maintenant dans une brume grisâtre. Les hommes ont poussé un grand soupir de soulagement. Il a immédiatement saisi la radio et a contacté le contrôle au sol pour déterminer sa position. Mais lorsque le répartiteur a regardé l'écran vert, son visage s'est figé dans l'incrédulité. L'avion de Bruce n'était pas sur le radar. C'était comme s'il était devenu invisible. Mais ensuite, le répartiteur a dit que l'avion était déjà dans l'espace aérien de Miami. Bruce était choqué. Cela ne pouvait tout simplement pas être vrai. Le voyage entier prenait habituellement environ 90 minutes. Mais cette fois, il n'avait fallu que 47 minutes pour arriver à destination. Son avion n'avait pas atteint comme par magie une vitesse supersonique supérieure à la vitesse de croisière maximale limitée du modèle. C'était physiquement impossible. Le répartiteur avait dû faire une erreur. Mais quand les nuages se sont séparés, Bruce a vu qu'il était vraiment au-dessus de Miami. L'avion a atterri en toute sécurité et il était temps d'essayer de résoudre ce mystère. Bruce a vérifié le carburant restant et sa montre. Après un court calcul, il n'en était que plus confus. L'avion n'avait pas consommé la quantité de carburant qu'il aurait dû. Les archives montrent que 84 taches solaires ont été enregistrées ce jour-là, ainsi qu'un énorme vent solaire. Cela aurait provoqué des perturbations dans la magnétosphère de la Terre qui auraient pu perturber les instruments et les radars de l'avion. Mais jusqu'à présent, personne n'a été capable d'expliquer comment l'avion est arrivé à Miami si vite. Peut-être que la vérité sera révélée à l'avenir. En attendant, cela reste une autre énigme mystérieuse du Triangle des Bermudes. Certaines personnes ont encore peur de naviguer dans cette région car plus de 50 navires et 20 avions y ont disparu depuis le milieu du 19e siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire car ce n'est pas une région officielle de l'océan Atlantique. C'est juste une zone imaginaire en forme de triangle près de la côte sud-est des États-Unis. Aujourd'hui, nous allons démystifier tous les mythes et contes de fées concernant cet endroit. La théorie la plus populaire affirme que l'ancienne cité de l'Atlantide se trouvait autrefois à l'emplacement actuel du Triangle des Bermudes. Elle était habitée par une civilisation plus avancée que le reste des habitants de la Terre. Dans cette zone, de mystérieux cristaux ont été installés et généraient une énergie infinie qui alimentait toute la ville. Puis la ville a coulé et ses ruines reposent toujours au fond de l'Atlantique.
Mais parmi ces ruines, il y a encore des endroits où les cristaux fonctionnent. Ils sont la raison de la plupart des disparitions. Les cristaux libèrent de façon aléatoire des faisceaux d'énergie vers la surface et détraquent les appareils électroniques des avions et des navires. Il n'y a aucun fait pour étayer cette théorie. Quelqu'un a un jour écrit cette légende dans un livre sur le triangle des Bermudes, et certaines personnes la soutiennent depuis. Cependant, il y a tout de même des faits bizarres concernant l'électronique. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont remarqué que le champ magnétique de la Terre est affaibli dans la zone du triangle des Bermudes. Or, ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Au-dessus du triangle, les particules des rayons du Soleil se déplacent plus rapidement que dans toute autre partie de la planète. Cela provoque une instabilité de l'électronique des satellites qui orbitent dans l'atmosphère de la Terre. Mais cela ne s'applique pas aux navires et aux avions. Il y a aussi une théorie selon laquelle le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique causant des erreurs de navigation. Mais les contrôles réguliers de la carte magnétique de cette région ne révèlent aucun problème. Tu arrives sur place, l'eau est calme, il n'y a pas de tempête en vue, tu regardes ta boussole et tu vois la flèche bouger d'un côté à l'autre. Oh non, c'est parti! La panique monte en toi et tu tournes rapidement le gouvernail du bateau pour t'éloigner de cet endroit. Ne t'inquiète pas, il y a depuis longtemps une explication au comportement étrange des boussoles dans cette zone. Le triangle des Bermudes était l'un des rares endroits de la planète où le nord géographique et le nord magnétique se trouvaient exactement dans la même direction. Le nord géographique est le pôle nord de notre planète, tandis que le nord magnétique ondule constamment autour de la Terre. Parfois, les deux pôles coïncident, et la ligne droite qui relie le nord et le sud s'appelle la ligne agonique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement, elle ne pointera pas exactement vers le nord. Imagine que tu sois le capitaine d'un navire naviguant dans le triangle des Bermudes au début du XXe siècle. Tu as besoin de savoir où se trouve le nord pour atteindre la côte. Tu regardes la boussole et elle pointe de façon incorrecte. Tu dévies de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. Près du triangle se trouve la mer des Caraïbes, parsemée de petites îles. Le plancher océanique n'y est pas très profond. Le navire peut pénétrer dans ces eaux peu profondes et se retrouver échoué sur un haut fond. Et tu n'as aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant le GPS et d'autres moyens de navigation modernes. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois-ci, puisque le pôle nord magnétique ne coïnciderait plus avec le pôle géographique. La ligne agonique se trouve désormais loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation maintenant, mais pour une raison quelconque, c'est ici que les bateaux disparaissent. En fait, pas seulement ici. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup plus de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires se sont perdus ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et statistiquement, plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrages. D'autres théories stipulent qu'il y a une faille spatio-temporelle dans cette région. Les vaisseaux et les avions tombent dans cette faille et se retrouvent dans le passé ou le futur. Mais il n'y a à ce jour pas une seule preuve de ce mythe. Il n'y a aucune raison de penser que la faille soit cachée quelque part ici. La base d'une civilisation extraterrestre se trouverait dans le triangle des Bermudes, et les visiteurs d'autres galaxies s'empareraient des navires avec leurs équipages, si bien que personne ne retrouverait l'épave des navires. Il s'agit également d'un mythe populaire qui n'a aucune justification scientifique. On ne trouve pas de navire coulé ici, car on y trouve l'une des fosses océaniques les plus profondes du monde. Tout navire qui coule s'enfonce à une profondeur d'environ 5800 mètres. L'énorme pression et la distance font qu'il est difficile de retrouver les navires. De plus, la fosse de Porto Rico est toute proche. Or, à certains endroits, elle est profonde de 8000 mètres. Le Kraken vit quelque part dans le triangle. C'est un énorme calmar qui coule les bateaux et c'est aussi une légende que les marins se racontent. Il est vrai que des calmars gigantesques vivent dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent atteindre la taille de la moitié d'un wagon de train. Mais aucun cas n'a été enregistré où ils aient coulé un grand navire. Et dans la région du triangle des Bermudes, on n'en a même jamais vu. Les gens d'autrefois ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors quand ils les ont vues pour la première fois, ils les ont décrites comme d'énormes et terribles monstres. Les calmars géants font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre, et les scientifiques ont dû utiliser des équipements sonars pour les trouver. Ils n'aiment pas quitter les sombres profondeurs et sont susceptibles d'avoir peur du bruit d'un navire.
Une hypothèse plus réaliste concernant le mystère du triangle des Bermudes est le méthane. De grands dépôts de ce gaz peuvent être trouvés sous le plancher océanique de cette région. De là, le méthane est libéré dans l'eau et il prend la forme d'énormes bulles qui remontent rapidement à la surface. Ensuite, le gaz fait presque bouillir l'eau, créant des vagues qui coulent les navires. La théorie est assez réaliste, mais malgré de nombreuses études, celles-ci n'ont toujours pas confirmé la présence d'une concentration accrue de méthane dans la région. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était il y a 15 000 ans. Une autre théorie crédible implique l'apparition de vagues scélérates. Imagine une mer claire et calme, sans vent. Soudain, tu entends un fort grondement. En quelques secondes, une énorme vague de 30 mètres de haut apparaît de la surface et s'abat sur ton navire. Certains scientifiques pensent que les vagues scélérates sont créées par un courant marin de surface qui entre en collision avec un fort vent de face. Il existe une version qui prétend que la vague naît de la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus intéressante dit que les vagues sont formées par vampirisme cinétique. Dans certaines conditions naturelles, les vagues peuvent échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y en aura une, la vampire, qui récupère l'énergie de toutes les autres. Lorsqu'elle accumule suffisamment d'énergie, la vague vampire la déverse. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Ce phénomène est observé dans toutes les eaux des océans du monde, mais rien ne prouve qu'il se produise plus souvent dans le triangle des Bermudes. Si des vagues scélérates y sont apparues, ce n'était pas pendant un temps calme. Une mer agitée est la principale raison des disparitions de navires dans le triangle des Bermudes. Les tempêtes violentes et les ouragans y sont fréquents. Cela arrive parce que les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les énormes vagues renversent tout simplement les bateaux et les éclairs et le tonnerre perturbent l'électronique des avions. Il n'y a rien de mystérieux dans tout cela. Les orages et les disparitions de navires se produisent dans tous les océans. Mais beaucoup de légendes ont été créées sur le triangle des Bermudes. Tout a commencé au milieu du XXe siècle, lorsqu'un livre a été publié affirmant que l'Atlantide se trouvait dans les eaux du triangle. Aucune preuve n'a été donnée, mais les gens ont tellement aimé cette théorie mystérieuse qu'ils se sont mis à la développer. Ils ont commencé à faire des documentaires sur le sujet et à écrire de nouveaux livres. Chaque nouveau matériel consacré à la nature fantastique du triangle était basé non pas sur des faits, mais sur les théories d'autres livres et films. Et quand un sujet est populaire, on peut facilement gagner de l'argent avec. Les lecteurs l'apprécient et les auteurs sont récompensés. Vous pourriez rouler plus vite, s'il vous plaît ? Demandes-tu nerveusement au chauffeur de taxi. Vous arrivez à l'aéroport et tu récupères rapidement tes sacs dans le coffre, puis tu te précipites déjà en nage vers le terminal. Tu bouscules des gens dans la foule en t'excusant à chacun de tes pas et finalement, tu embarques. En quelques heures, tu passes de l'aéroport au yacht qui t'attend dans le port. Et c'est seulement quand tu vois le rivage s'éloigner que tu commences à te calmer. Tes vacances aux Bahamas ont enfin commencé. Tu t'allonges et tu fermes les yeux paisiblement. Un léger mouvement du yacht te réveille. Tu ne sais pas exactement combien de temps tu as dormi, mais le soleil est en train de sombrer lentement sous l'horizon. Tu contemples le magnifique coucher de soleil rougeoyant, mais au bout d'une minute, tu t'aperçois soudain que tu ne peux plus voir la côte. Tu cours sur le pont en regardant dans toutes les directions. Partout autour de toi, il n'y a que l'océan. Tu te rassures, tes compétences en matière de navigation sont excellentes et tu te rends à la timonerie. Tu regardes la boussole, sa flèche tourne à toute vitesse. Les Bahamas, l'océan Atlantique, la boussole. Attends une minute. Oh non, tu es dans le triangle des Bermudes. Tu as entendu beaucoup d'histoires sur cette zone. Des monstres marins, une base extraterrestre, des boucles temporelles et l'Atlantide. Mais que faut-il croire ? Toutes ces théories sur le triangle des Bermudes sont-elles fondées ? La boussole, le GPS et l'Internet de ton téléphone sont maintenant inutiles. Tous les appareils électroniques ont cessé de fonctionner. Tu ne peux pas démarrer le moteur du yacht pour repartir. Est-ce que c'est une chose qui se produit dans le triangle des Bermudes ? L'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde passe par le triangle des Bermudes. Chaque année, de nombreux navires le traversent. Et depuis le 19e siècle, seulement 50 bateaux ont disparu. D'autres endroits sur la planète en ont vu disparaître beaucoup plus. Et s'il était vraiment si difficile de naviguer dans cette zone, aucun capitaine ne s'y engagerait. Autrefois, les boussoles ne fonctionnaient pas bien dans le triangle des Bermudes, car le nord géographique et le nord magnétique y étaient alignés. Si tu passais sur cette ligne, ta boussole ne marchait plus correctement. Mais le nord magnétique se déplace constamment,
et il se trouve maintenant bien au-delà du célèbre triangle. Tu n'as pas fait d'erreur de navigation. Tes appareils électroniques n'ont pas de problème. Mais ton yacht n'a plus de carburant car tu as oublié d'éteindre le moteur. Tu appelles les secours et ils te promettent de venir te chercher bientôt. Mais à cet instant, un bruit à basse fréquence se fait entendre dans les profondeurs de l'océan. Le ciel est crépusculaire et tu vois une vive lumière dans l'eau. Puis, à quelques mètres de là, un immense faisceau de lumière orange jaillit de la mer et monte vers le ciel. Un autre faisceau apparaît de l'autre côté du yacht. Le ciel étoilé est couvert. Il semble qu'un énorme laser envoie des colonnes de lumière dans le ciel. Un nouveau cercle lumineux apparaît autour de ton yacht. Il se fait de plus en plus vif et sa charge énergétique brise ton navire en deux. Avec ton gilet de sauvetage, tu sautes dans l'eau en poussant un cri. Une forte lumière apparaît sous tes pieds et, bien entendu, cette histoire n'est que pure fiction. L'une des théories les plus populaires est que la zone du triangle des Bermudes était autrefois le site de l'antique cité de l'Atlantide. Les gens qui y vivaient possédaient, selon la légende, des technologies sans équivalent dans le monde moderne. Et parmi ces technologies, il y avait les incroyables cristaux d'énergie. Ils généraient de l'énergie qui alimentait toute l'île. La ville serait aujourd'hui engloutie, mais les cristaux continueraient à libérer des rayons depuis le fond des eaux. Cette légende a vu le jour vers le milieu du XXe siècle. Elle a été à l'origine de tous les autres mythes sur le triangle des Bermudes. Tu t'assieds dans la cabine pour attendre les secours. Le yacht tangue. Une tempête se prépare. Tu regardes par la fenêtre pour savoir si c'est sérieux, mais tu ne vois rien. Une chose sombre et collante vient de se plaquer contre la vitre depuis l'extérieur. Et cette chose bouge. C'est un énorme tentacule. Il y en a partout. Il s'accroche au yacht de tous les côtés. Tu entends les planches du bateau craquer et tu cours sur le pont. Un violent orage a éclaté et un énorme calamar surgit de la mer. Il enroule ses tentacules autour de ton bateau et le tire vers le bas. La peur te paralyse. Mais ce n'est encore qu'une légende. Les calamars gigantesques existent bien, mais ils sont présents dans tous les océans et seraient incapables de couler de gros navires. Nous n'avons aucune preuve que le kraken ou d'autres monstres similaires vivent dans les profondeurs du triangle des Bermudes. Quelque part, loin à l'horizon, tu aperçois un navire. Enfin, les secours arrivent. Tu t'assieds sur le pont et tu prends une boisson pour les attendre tranquillement. Mais étrangement, leur navire est très lent. Puis, tu remarques qu'il est en bois et qu'il a des voiles noires. Tu entends des cris et des vivas. Ce sont des pirates, avec des cache-œils, des sabres et des perroquets. Ils s'approchent encore et jettent des cordes sur le pont de ton yacht. Aucune légende ne dit que des pirates des siècles derniers sévissaient dans le triangle des Bermudes, ni que le Hollandais volant fasse disparaître les navires qu'il croise. Une théorie populaire veut que les bateaux voyagent vers le passé ou le futur lointain grâce à un portail temporel situé dans le triangle des Bermudes. Heureusement, ce ne sont encore que des mythes et tu es bien assis dans notre réalité. Toujours dans l'attente des secours. Mais une tempête éclate. D'énormes vagues secouent le bateau. Tu comprends que les sauveteurs n'arriveront pas à te rejoindre. Tu vas devoir attendre le matin. Tu enfiles un gilet de sauvetage et tu t'accroches fermement à la barre. La tempête ne semble pas trop violente, mais juste à ce moment, à la droite du yacht, tu remarques une vague immense. Elle a la taille d'un immeuble de 10 étages. La vague surgit très rapidement et renverse ton bateau comme une plume. L'impact est si fort que le yacht se retourne 2 fois et reste sur l'eau. L'énorme vague se disperse aussi soudainement qu'elle est apparue. Une seconde plus tard, une vive lumière éclaire les nuages. Ce n'est pas le soleil, mais un disque rougeoyant. Il descend vers ton yacht et modifie la gravité. Ton navire s'élève lentement dans les airs. Un hurlement puissant se fait entendre. Le disque lumineux s'ouvre et tu te retrouves dans un espace noir. Mais ceci est aussi une légende. Aucun vaisseau spatial venu d'une galaxie lointaine n'enlève les gens dans le triangle des Bermudes. Tu es de retour sur le pont et la tempête fait rage. Cette énorme vague était bien réelle d'ailleurs. On appelle cela une vague scélérate. On en voit partout dans le monde et pas seulement pendant les orages. Une vague scélérate peut soudainement apparaître sur une mer calme. Même aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas complètement élucidé cet étrange phénomène. Beaucoup pensent que les vagues transfèrent entre elles de l'énergie cinétique pour finalement produire une seule immense vague qui surgit soudain. Mais la vague disparaît bientôt car l'énergie s'épuise rapidement. Rien ne prouve que de telles vagues se forment plus souvent dans le triangle qu'ailleurs.
Cependant, la région des Bermudes est soumise à de fréquentes tempêtes et ouragans. Dans de telles conditions, une scélérate peut facilement apparaître. La tempête prend fin, tu es heureux d'avoir survécu. Tu vois les premiers rayons du soleil et tu entends le léger bouillonnement de l'écume autour du yacht. Il n'y a pas de vagues, la mer est calme, mais quelque chose d'étrange semble se produire à la surface de l'eau. On dirait que le yacht se trouve dans un énorme bol de soupe en ébullition. Le bouillonnement est si puissant que le bateau se met à tanguer violemment. Tu t'accroches de toutes tes forces à la barre, mais une secousse particulièrement puissante te précipite par-dessus bord. Calme-toi, tout va bien. Il existe une théorie réaliste, mais non confirmée, selon laquelle il y aurait des gisements de méthane sous le triangle des Bermudes. Parfois, le gaz surgit du plancher océanique et remplit l'eau d'énormes bulles qui viennent éclater à la surface. Ce phénomène existe, mais d'après de nombreuses études, il n'y aurait pas de concentration de méthane dans le triangle des Bermudes. Tu viens de passer près de 24 heures dans l'un des endroits les plus mystérieux de la planète et tu as survécu. Enfin, tu aperçois les secours. Leur navire s'approche, les sauveteurs apportent des bidons d'essence pour alimenter ton moteur. Mais juste à ce moment, tu vois un immense aileron de la taille d'un voilier. Et puis un énorme requin bondit hors de l'eau. Ses mâchoires sont bardées de centaines de dents pointues, aussi grandes que la main d'un adulte. Le requin se jette sur ton voilier et te tire vers le fond. D'accord, ce n'est pas vrai non plus. On n'a même jamais raconté de légende au sujet de la présence de mégalodons dans le triangle des Bermudes. Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu dans le triangle des Bermudes depuis le milieu du 19e siècle. Cette région ne figure sur aucune carte papier et n'est pas une région officielle de l'Atlantique. Cette énorme zone aquatique est située non loin de la côte sud-est des États-Unis et effraie encore de nombreux marins. Mais tu n'as pas peur et tu veux prouver qu'il n'y a rien de spécial à cet endroit. Tu navigues jusqu'au centre du triangle des Bermudes sur un petit bateau de pêche. Tu éteins le moteur et tu attends. Plusieurs heures passent. Le soleil descend sous l'horizon. La nuit arrive. Tu es sur le point de retourner sur le rivage, mais soudain, tout devient trop calme. Puis, tu entends un clapotis. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des centaines de poissons qui nagent vers la surface. Quelque chose de gros les a fait fuir. Quelque chose qui vient tout droit des profondeurs. La seconde suivante, tu remarques de grands yeux brillants et de longs tentacules qui s'étirent vers ton embarcation. Il semble que l'un des plus terribles mythes sur le triangle des Bermudes s'avère vrai. Un énorme calmar qui entraîne les bateaux vers le fond. Les histoires sur ces calmars sont apparues bien avant l'émergence des mythes du triangle des Bermudes. Pendant des siècles, les marins de Norvège et du Groenland ont raconté des histoires sur un monstre marin effrayant, le kraken. Dans ces histoires, le kraken brisait les ponts des navires avec ses tentacules géants et les entraînait au fond. L'approche de cette créature est impossible à prévoir car elle vient vers toi non pas par le côté, mais par le bas. Mais tout cela n'était que des légendes. Ce n'est qu'au 19e siècle que des preuves scientifiques de l'existence de ces monstres sont apparues. Le bec d'un calmar inconnu a été trouvé sur la côte du Danemark. La taille de la trouvaille était de 7,6 cm de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une paume humaine. Il est alors devenu évident que le kraken était réel. Et ce n'est qu'une variété de calmars géants. Depuis, plus de 21 espèces de calmars géants ont été décrites. Mais la première vidéo montrant ce monstre a été enregistrée en 2004 dans les eaux de l'Atlantique Nord, non loin du triangle des Bermudes. Les biologistes marins ont utilisé un leurre pour attirer le calmar hors des profondeurs. L'énorme monstre mesurait environ 9 mètres de long, ce qui correspond à la moitié de la longueur d'une voiture de métro. Il est soudainement apparu de l'obscurité de l'océan et a rapidement attaqué le leurre, le serrant avec ses tentacules. Après cela, de nombreuses apparitions de calmars ont été enregistrées en photo et en vidéo. D'énormes calmars se sont échoués sur le rivage ou ont nagé devant des navires. Selon certaines archives, le plus grand monstre jamais trouvé mesurait 18 mètres de long et pesait presque 1 tonne. C'est la taille d'un grand bus. Certains scientifiques pensent que les calmars géants peuvent atteindre 45 mètres de long, ce qui représente presque 2 fois la taille d'un terrain de basket. Mais cette grande taille n'est pas suffisante pour couler un navire. La première chose qui aide les calmars à y parvenir est l'effet de surprise. Les calmars viennent des profondeurs, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être vus depuis le pont. En revanche, le monstre peut voir le bateau de loin. Il a les plus grands yeux du monde, puisqu'un seul de ses yeux a la taille d'un ballon de basket. La vue d'un calmar géant lui permet de voir ses proies dans les sombres profondeurs de la mer, et à une grande distance.
La plupart des créatures de la planète ne peuvent pas voir dans de telles conditions. Le calmar remarque ton bateau et te prend pour une proie. Il s'approche rapidement et attaque avec ses tentacules. Le calmar a 8 membres et 2 tentacules supplémentaires plus longs qu'il utilise pour apporter la nourriture à sa bouche en forme de bec. Les autres sont recouverts de dizaines de ventouses pleines de dents pointues. Rien ne peut s'échapper si le calmar l'attrape. Il enroule ses tentacules autour de ton bateau. Avec les dents de chaque bras, il mord le pont. 2 longs tentacules peuvent t'attraper pendant que tu cours en panique. Le calmar peut faire tanguer le bateau d'un côté à l'autre jusqu'à ce que l'une de ses parties s'enfonce dans l'eau. Tu te bats contre 2 tentacules et tu tombes. Les 8 bras du calmar serrent plus fort. Tu peux entendre la coque du bateau se fissurer. Le calmar est grand, mais il ne peut tout de même pas couler un grand objet en métal. Il n'a probablement pas pu couler les énormes navires qui ont disparu dans le triangle des Bermudes. Tu vois le calmar s'éloigner dans les profondeurs. Tu as eu de la chance cette fois-ci, mais tu n'arriverais certainement pas à gérer 2 monstres pareils en même temps. L'existence des calmars géants a été prouvée il y a plus de 150 ans. Mais les gens ne savent toujours rien d'eux. Le fait est qu'ils font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre. Ils nagent vite et passent la plupart de leur temps à des profondeurs de 400 à 900 mètres. Pour y descendre, les gens ont besoin de sous-marins robustes et d'équipements encombrants qui font beaucoup de bruit. Les calmars les remarquent beaucoup plus tôt et s'éloignent à la nage. Les scientifiques ne savent rien de leur comportement, de leur vie sociale, de leurs habitudes ou de la distance qu'ils parcourent pendant la journée. L'océan n'est exploré qu'à 5%. Il est possible que des millions de calmars géants nagent dans les profondeurs de la mer. Imagine que des centaines de tentacules géants s'étirent vers un groupe de navires naviguant dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles passés, ils pouvaient facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs solides tentacules, faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs pointus. Les ventouses dentées pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants qui avaient la chance d'atteindre le rivage racontaient à tout le monde qu'il y avait d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de sonars et d'équipements spéciaux pour surveiller l'espace maritime. Tu démarres le moteur pour retourner jusqu'au rivage et tu remarques qu'une trentaine de tentacules s'étirent vers toi depuis l'eau. 3 calmars géants pressent le bateau de tous les côtés et le tirent vers le bas. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de s'en sortir. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des yeux noirs qui te fixent. À ce moment-là, tu trouves une solution. Les calmars passent toute leur vie dans l'obscurité et ont peur de la lumière. Heureusement, tu as une fusée de détresse. Tu utilises pour faire fuir les monstres. Les calmars replongent dans l'eau, mais apparemment pas pour longtemps. Tu lâches plusieurs autres fusées dans l'océan et tu hurles de peur. La lumière rouge illumine les ténèbres de la mer et tu vois des centaines de tentacules en mouvement. Ils s'éloignent rapidement du feu en nageant à une distance sûre. À plein régime, tu fonces vers le rivage et libères toutes tes fusées de détresse dans l'eau. Tu ne laisses aucune chance aux calmars de s'approcher de toi. Enfin, tu arrives à la terre ferme, convaincu que tu ne reviendras jamais ici. La mauvaise nouvelle est que ces créatures ne nagent pas seulement dans le triangle des Bermudes. On a trouvé des calmars géants dans les océans du monde entier. Certes, il est possible que le calmar géant soit la principale raison de la disparition des navires. Mais cela ne fait pas du triangle des Bermudes un endroit unique. Des bateaux et des cargos disparaissent partout dans l'océan Atlantique. Et le triangle ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. De plus, cette zone est l'une des zones maritimes les plus populaires de l'Atlantique. Et plus les navires naviguent à un endroit, plus il y a statistiquement de navires perdus. De nombreux scientifiques pensent que la raison principale de ces disparitions ici est la fréquence des fortes tempêtes et des ouragans. Les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les vagues atteignent ici des tailles telles qu'elles peuvent retourner les navires. Le tonnerre et les éclairs fréquents mettent les avions hors d'état de nuire. Le champ magnétique de la Terre est affaibli à l'emplacement du triangle. Ce champ fonctionne comme un bouclier qui repousse les particules solaires. Ici, le rayonnement solaire traverse les couches supérieures de l'atmosphère et peut affecter négativement le fonctionnement de l'électronique. Il existe aussi une théorie qui dit que le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique. Mais les scientifiques ont fait de nombreuses vérifications de la carte magnétique de cette région et n'ont trouvé aucune anomalie. Des bateaux et des avions qui disparaissent sans laisser de traces. Des passagers qu'on ne revoit jamais. Des rapports sur d'étranges lumières dans le ciel.
Non, ce ne sont pas les scènes d'un prochain blockbuster hollywoodien, mais quelques-uns des événements étranges signalés depuis plus d'un siècle dans une zone sinistrement surnommée le cimetière du lac Ontario, également appelé le triangle des Bermudes du Canada ou le vortex de Marisburg. Il s'étend sur une partie du lac Ontario, de Kingston au comté canadien de Prince Edward et jusqu'à Oswego dans l'État américain de New York. Les récits concernant cette zone sont aussi glaçants que l'eau du lac sur laquelle ils ont eu lieu. L'histoire la plus troublante concerne la goélette appelée le Bavaria. C'était en 1889 et le bateau était remorqué sur le lac. Des eaux agitées ont rompu la corde de remorquage et le Bavaria s'est éloigné. Par chance, la goélette a été retrouvée plus tard entièrement intacte. Mais il manquait une chose, l'équipage. Pas une seule personne n'a été retrouvée à bord. Ce qui rend cette histoire encore plus bizarre, c'est que la table du dîner était mise, qu'on a découvert une miche de pain fraîchement cuite et que l'argent et les papiers du capitaine étaient au complet. Il y avait même un canari de compagnie qui gazouillait joyeusement comme si de rien n'était. Qu'est-il arrivé à l'équipage? Nous ne le saurons peut-être jamais. Et ce n'était pas un incident isolé. Un peu plus de 10 ans plus tard, en 1900, 3 navires, l'Animines, le Picton et l'Acacia, traversaient le lac. Seuls 2 d'entre eux parviendraient à leur destination finale. Le second, le Picton, naviguait à toute vitesse devant les autres, lorsqu'il a tout simplement disparu. Selon un cuisinier de l'Animines, nous étions bien avancés sur le lac et nous allions à un bon rythme quand, tout à coup, nous avons vu les huniers du Picton se détacher, puis ses voiles inférieures se sont affalées. Et ensuite, alors que nous étions debout et que nous regardions, le Picton a tout simplement disparu. Il est possible que le navire ait coulé, car des débris ont été vus plus tard dans l'eau, mais le navire lui-même n'a jamais été retrouvé et aucun de ses membres d'équipage n'a jamais été localisé. Quelques semaines plus tard, une bouteille avec une note à l'intérieur a été découverte à Sackett Harbor, New York. La note était de la main du capitaine Sidley du Picton et attachait Vasey avec moi à une corde pour que nous soyons retrouvés ensemble. Vasey était le fils du capitaine âgé de 12 ans. La note soulève plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Si les témoins ont dit vrai, la disparition du navire a été assez rapide. Quand le capitaine Sidley a-t-il su qu'il était en danger? Pourquoi n'a-t-il pas appelé à l'aide s'il était prévenu? Quand a-t-il eu le temps d'écrire une note, de la mettre en bouteille et de s'attacher à son fils? Tout cela reste un mystère. Et il n'y a pas que les navires qui ont eu maille à partir avec les forces étranges de la région. Des avions ont aussi lutté pour s'en sortir en un seul morceau. En 1975, Ron Scott s'est envolé de l'aéroport de Picton dans son Cessna 172. Alors qu'il entrait dans le vortex de Marisburg, son appareil s'est incliné sur le côté. Pendant plusieurs secondes, il a été incapable de redresser l'avion, mais une fois qu'il l'a fait, la même force l'a fait basculer de l'autre côté. Encore une fois, il est resté coincé comme ça pendant quelques secondes, incapable de contrôler son aéronef. En pilote chevronné, il n'avait jamais rien connu de tel auparavant. Il a certainement été plus chanceux que le pilote de l'aviation royale canadienne, Barry Allen Newman. Newman se trouvait au même endroit en 1952 lorsqu'il a perdu le contrôle de son jet et s'est écrasé dans le lac. À ce jour, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Au total, plus de 270 bateaux et au moins 40 avions ont connu une fin tragique dans la région. Pour ajouter au mystère, les gens signalent parfois une série de lumières ou d'orbes brillants ou encore un vaisseau sombre qui plane dans le ciel. Ces phénomènes sont encore plus difficiles à expliquer. Les témoins qui consentent à les signaler sont catégoriques. Ils sont bien réels. Sid Wells a déclaré qu'il avait observé une forme étrange, comme un diamant à multiples facettes, tourner lentement dans le ciel. Puis, elle a tout simplement disparu. D'autres personnes affirment l'avoir vue aussi. Bien sûr, le vortex de Marisburg n'est qu'un des nombreux endroits dans le monde connus sous le nom de ville-vortex, un terme inventé par le biologiste et écrivain Ivan T. Sanderson. Il a découvert 12 autres zones équidistantes à la surface de la Terre où de drôles de choses se produisent. La plus connue d'entre elles est, bien sûr, le redoutable triangle des Bermudes. Situé dans l'océan Atlantique entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico, il est tenu pour responsable de la disparition de milliers de personnes. Elles y sont entrées en bateau ou en avion, mais n'en sont jamais ressorties. Même l'explorateur Christophe Colomb a expérimenté le mystère du triangle des Bermudes lors de son premier voyage en Amérique en 1492. Il a affirmé que les boussoles pointaient dans la mauvaise direction, que le niveau de la mer semblait changer radicalement et qu'il a même aperçu d'étranges lumières dans le ciel.
En 1918, l'USS Cyclops, qui était l'un des plus gros navires citernes de la marine américaine, a disparu à cet endroit. Comme les 309 membres d'équipage ont été déclarés perdus en mer lorsque le Cyclops a disparu, on considère qu'il s'agit de la plus grande perte en vie humaine de l'histoire de la marine américaine en un seul incident. À l'époque, la météo était bonne. Le seul message envoyé ce jour-là par le navire n'indiquait aucun problème ni aucune préoccupation. Et aucun signal de détresse n'a jamais été envoyé. Une enquête navale approfondie a suivi. Sa conclusion ? De nombreuses théories ont été avancées, mais aucune ne permet d'expliquer de manière satisfaisante la disparition du navire. En d'autres termes, les enquêteurs étaient perplexes. Il y a aussi le triangle du Dragon, situé dans l'océan Pacifique. L'histoire la plus troublante concerne un groupe de navires japonais qui ont disparu dans les années 50. Lorsque des chercheurs ont été envoyés pour enquêter sur ce qui s'était passé, ils ont eux aussi disparu. Dans chaque cas, il est impossible de savoir vraiment ce qui s'est passé. Et il est facile de se laisser emporter par les histoires de monstres marins géants qui se cachent sous les vagues. Sanderson était prêt à accepter la possibilité que de telles histoires soient vraies. Il pensait que les villes vortex qu'il étudiait pouvaient être expliquées par n'importe quoi, d'une ride dans le continuum espace-temps à des anomalies magnétiques, en passant par un mystérieux peuple aquatique. Bien sûr, Sanderson n'était pas seulement un grand fan des lieux étranges. Il a aussi écrit sur des créatures fantasmagoriques comme le Bigfoot et le monstre du Loch Ness. Ses compétences en tant que scientifique impartial sont toutefois discutables. En 1948, il a affirmé que des empreintes de pieds à 3 doigts, trouvées à Clearwater Beach en Floride, étaient la trace de manchots de 4,50 m de haut, arguant qu'il était impossible de les contrefaire. En 1988, Tony Signorini a finalement révélé que son ami et lui, en attachant des pieds en fonte à des baskets montantes, étaient à l'origine du canular du manchot géant. Peut-être que Sanderson n'est pas la source la plus fiable après tout, mais il existe aussi des explications tout à fait convaincantes et entièrement naturelles. Examinons plus particulièrement le vortex de Marisburg. Il est tout à fait possible que de navires comme le Bavaria et le Picton aient succombé à un mélange de malchance et de mauvais temps. Le temps instable n'est certainement pas rare sur le lac Ontario, et les tempêtes éclair sur l'eau peuvent s'avérer dangereuses pour les marins les plus expérimentés. Encore aujourd'hui, malgré les progrès des prévisions météorologiques, on se trompe souvent. À l'époque, il n'y avait aucun moyen de prédire qu'une tempête était en approche. Et la météo n'était qu'un problème parmi d'autres. L'historien Marc Seguin a déclaré que la zone avait toujours été connue pour être dangereuse, car le lit du lac devient rapidement peu profond le long de la rive est. Il y a aussi de petites îles rocheuses et des hauts fonds disséminés dans toute la zone, ce qui rend la navigation risquée, surtout pour les grands bateaux ou ceux qui sont alourdis par une lourde cargaison. Au milieu du XXe siècle, les prévisions météorologiques modernes et l'amélioration de la construction navale ont atténué la plupart des dangers de la navigation sur les grands lacs, ce qui a entraîné moins de pertes. Le dernier grand naufrage sur l'un des grands lacs a été celui du SS Edmund Fitzgerald, qui a coulé au large des côtes du lac supérieur en 1975 avec 29 membres d'équipage. Il semble que le vortex ne puisse rivaliser avec le progrès humain. Et en ce qui concerne les lumières ou les images dans le ciel, dans la plupart des cas, c'est le résultat d'un phénomène intéressant appelé inversion thermique. Lorsque cela se produit, une couche d'air chaud se retrouve piégée sous de l'air froid. Cela peut donner lieu à des mirages ou des reflets. Ainsi, une lumière au sol qui se trouve à des kilomètres peut se refléter dans le ciel, donnant l'impression d'un objet volant. D'autres parties du mystère pourront être résolues avec le temps. L'eau douce et les températures glaciales du lac Ontario aident à préserver les navires et les avions qui y ont sombré. Alors que les plongeurs et les chercheurs continuent d'explorer la région, peut-être percerons-nous enfin le mystère du Bavaria, du Picton, du capitaine Sidley et de son fils. En tant que marin expérimenté et premier homme à avoir jamais navigué seul sans escale autour de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, Matt Rutherford a vu beaucoup de choses au cours de ses voyages. Mais ce qu'il a vu en 2013, alors qu'il naviguait dans les eaux de l'Atlantique avec son collègue, se démarque sans aucun doute. À quelques 1300 km des côtes des Bermudes, non loin du célèbre triangle, ils ont remarqué un bateau qui semblait se déplacer tout seul. Ses voiles n'étaient pas hissées et son moteur ne tournait pas. Nos deux marins ont alors décidé de voir si on avait besoin de leur aide, et ils se sont donc approchés du mystérieux navire. Une fois sur place, les choses sont devenues encore plus étranges. Ils ont réalisé qu'il n'y avait personne à bord. Rutherford a commencé à filmer pour documenter leur découverte.
Le bateau avait l'air terriblement abandonné et ils s'attendaient à y trouver des choses plutôt effrayantes. Mais cela ne les a pas empêchés de le fouiller de fond en comble. Le bateau, du nom de Wolfhound, était tout ce qu'il y a de plus haut de gamme. Il devait valoir des centaines de milliers de dollars. C'était étrange de l'avoir trouvé ainsi flottant tout seul au milieu de l'océan. On aurait dit que la personne qui l'avait laissé là était partie précipitamment. Il y avait des vêtements et d'autres effets personnels partout dans la cabine principale. Le plafond s'était en partie écroulé et des tiroirs s'étaient ouverts. Les courageux marins décidèrent de remorquer le bateau jusqu'aux Bermudes. Ce ne fut pas facile car il était plus grand et plus lourd que leur propre navire. Au bout de plusieurs jours, l'équipage commença à manquer de carburant et demanda à un cargo de passage de les ravitailler. Ils continuèrent ensuite à tirer le Wolfhound jusqu'à ce que le câble de remorquage se prenne dans le gouvernail et qu'ils réalisent qu'ils risquaient de s'échouer dans le triangle des Bermudes. Ils durent donc abandonner le navire. Ce qui s'est réellement passé et comment le Wolfhound s'est retrouvé au milieu de l'océan restera probablement une énigme. La rumeur veut qu'il ait appartenu à un membre du Royal Irish Yacht Club. Le bateau effectuait son premier voyage du Connecticut aux Bermudes et à Antigua. Il s'était retrouvé dans une terrible tempête à environ 640 km du Delaware. Les vents étaient si violents que le yacht avait été renversé à 2 reprises. Un cargo grec avait secouru l'équipage et laissé le bateau avec une balise de détresse allumée. Les passagers avaient déclaré avoir vu leur bateau couler, ce qui ne fait qu'approfondir le mystère. Comment était-il remonté à la surface? Le triangle des Bermudes a-t-il quelque chose à voir avec toute cette histoire? Christophe Colomb lui-même a signalé une activité inhabituelle de sa boussole dans cette zone mystérieuse, alors qu'il était en route pour le Nouveau Monde. Bien que plus de 50 navires et 20 avions aient disparu dans cette zone, celle-ci reste l'une des voies maritimes les plus fréquentées sur la planète. Certains sceptiques pensent que cela seul suffit à résoudre le mystère du célèbre triangle. Leur théorie est que plus une zone est fréquentée, plus il s'y produit d'accidents. Mais là encore, ce n'est pas le nombre de disparitions qui rend l'endroit si mystérieux, c'est l'absence d'explication et l'impossibilité de retrouver certaines épaves. Le premier navire dont la disparition fut confirmée dans le triangle des Bermudes est l'USS Pickering. En 1800, il quitta les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Le navire entra dans le triangle des Bermudes avec 90 hommes à bord. Depuis, personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. L'explication la plus répandue est que le bateau a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a été retrouvée, nous n'en aurons jamais la certitude. Le plus grand navire qui ait jamais disparu dans cette zone mystérieuse est l'USS Cyclops. En mars 1918, avec à son bord un équipage de 306 personnes, l'USS Cyclops a quitté la Barbade pour rentrer à Baltimore. Le navire a pénétré dans le triangle des Bermudes et s'est tout simplement volatilisé, ou plutôt, a sombré dans les fonds marins. On n'a jamais reçu aucun signal de détresse du Cyclops, qui a disparu sans laisser de traces. Le triangle des Bermudes n'est pas le seul endroit au monde où des navires disparaissent et refont mystérieusement surface. L'une des histoires de bateaux fantômes les plus célèbres est celle du SS Beishimo. Ce grand cargo à vapeur fut construit en Suède. Le 1er octobre 1931, il se retrouva pris dans la banquise. Son équipage décida d'attendre et parvint à se libérer au bout de quelques jours, pour se retrouver à nouveau piégés moins d'une semaine plus tard. Cette fois, ils ne parvinront pas à s'en sortir. Les secours se rendirent sur place par avion et sauvèrent 22 des membres de l'équipage. Les 15 autres restèrent dans un abri de fortune non loin du navire. Ils voulaient attendre le printemps et remonter à bord. Fin novembre, un fort blizzard s'abattit sur la région. Une fois le calme revenu, le Beishimo semblait avoir été emporté par la tempête. Le capitaine se dit qu'il avait dû se briser et couler. Mais quelques jours plus tard, un chasseur les informa qu'il avait vu le navire à environ 72 km de leur camp. L'équipage réussit à retrouver le navire,
et à y récupérer sa cargaison la plus précieuse. Il craignait que le Baishimo ne passe pas l'hiver, mais finalement, il survécut. Une fois la glace disparue, il se mit à flotter et à dériver le long des côtes du Canada et de l'Alaska. De nombreuses personnes ont rapporté avoir vu le bateau fantôme. Certains ont même essayé de monter à bord afin de le sauver, mais les conditions ne l'ont jamais permis. La dernière fois que quelqu'un a vu le SS Baishimo, c'était en 1969, 38 ans après que son équipage l'ait abandonné. Il est possible qu'il dérive encore quelque part. L'histoire du MV Joyita se déroule dans le Pacifique Sud. Le navire était à l'origine un luxueux yacht de bois. Après être passé pendant 20 ans entre différentes mains, il fut transformé en navire marchand. En 1955, il entama un voyage commercial qui devait durer environ 2 jours. Mais il n'atteignit pas sa destination à temps, et personne ne s'en inquiéta immédiatement, car c'est une chose courante en haute mer. Un jour plus tard, et en l'absence de signaux de détresse, il devint évident qu'il se passait quelque chose de grave. Il y avait 25 personnes à bord et leurs familles voulaient en les retrouver. Une équipe de sauvetage travailla d'arrache-pied pendant 6 jours à la recherche du navire ou de son épave dans une zone de près de 260 000 km², soit 1,5 fois la superficie de la Floride. Malheureusement, la mission se solda par un échec. Il semble que le Joyita ait disparu sans laisser de traces. Un mois plus tard, un autre navire marchand aperçut le Joyita à la dérive dans l'océan, et ce à des kilomètres et des kilomètres de sa route initiale. Mais aucun membre de l'équipage ni aucun passager n'était à bord. Sa cargaison avait également disparu. Les canaux de sauvetage n'étaient montés plus là non plus. Les gens avaient donc dû s'échapper du navire dans l'espoir de se sauver. On apprit que l'équipage avait tenté d'appeler à l'aide en réglant la radio sur le canal de détresse international. Mais un câble endommagé les avait empêchés d'envoyer leur signal à plus de 3 km. Il semble également qu'en quittant le navire, l'équipage ait emporté le journal de bord. Et nous ne savons toujours pas ce qu'il est advenu du Joyita. Les familles de ceux qui se trouvaient à bord cherchent toujours des réponses. Un professeur affirme qu'un tuyau aurait fui et inondé le navire. Mais nous ne le saurons probablement jamais. Dans l'océan Pacifique, près du Japon, il existe une zone surnommée la mer du diable. Il y aurait là l'un des 12 tourbillons les plus dangereux de la planète. Certains prétendent que ces zones sont le siège de phénomènes étranges parce que l'attraction des ondes électromagnétiques de la Terre y est plus forte que partout ailleurs. Le navire le plus célèbre à avoir disparu dans la région est un patrouilleur de pêche, Kaiomaru No. 5, en 1952. Le navire s'était rendu sur place pour enquêter sur les navires disparus et il disparut lui-même avec ses 31 membres d'équipage. Les scientifiques qui ne croient pas au mystère évoquent l'éruption d'un volcan sous-marin.